Salut tout le monde, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce presque début d'été, ma foi, grisailleux. On a eu quelques petits jours tranquilles, juste assez de soleil, je sais pas pour vous autres. Moi j'ai eu une journée juste assez de soleil pour pogner un coup de soleil. C'était décevant, moi te le dire. Mais bon, bref, t'es comme, écoute, t'es jamais là, la journée que t'es là, tu donnes un coup de soleil, j'étais un peu fâché. Mais en même temps, c'est ma faute, j'ai pas mis de crème solaire. Voilà, tant pis pour moi. J'aimerais revenir sur plusieurs événements, ben des affaires à vous raconter cette semaine avant qu'on commence, mais tout d'abord, j'aimerais dire que Reda Saoui est mon invité cette semaine. Un super ami, un gars avec qui j'adore faire des shows, et je pense que c'est un des gars avec qui j'aime le plus faire de la route. J'étais allé justement à Lassar, je vous en ai parlé il y a une couple de semaines. J'étais allé à Lassar au Festival des Langues Sales. Et puis, j'ai fait de la route avec lui, puis Nico Day, entre autres. Puis, j'aime ça, faire de la route avec Reda. Parce qu'automatiquement, les discussions deviennent super deep. C'est un gars qui est très philosophe. C'est un gars qui a beaucoup de spiritualité. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que dans le podcast aujourd'hui, vous allez voir... j'ai pogné Reda dans l'avant-dernier jour du Ramadan. Et puis, l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas déjeuné ce matin-là. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est chill. Tu fais le Ramadan, mais au moins déjeune, Reda. Lui, je pense qu'il a décidé qu'il aimait mieux dormir. Je pense, je sais pas trop, mais bref. Vous allez voir, il me le dit à un moment donné, il dit, hey, je manque d'énergie, j'étais un peu confus. Pauvre petit Reda, il était un peu faible, je te dirais. Tu vas voir, là, mec, tu l'écoutes, là, des bouts, là, il cherche ses mots. Mais ça le rend encore plus sympathique. Fait que, bref, ouais, ben, bonne fin de Ramadan, c'est terminé maintenant, là, fait que j'en profite, Reda, pour te souhaiter un bon Aïd Moubarak, que t'as déjà fêté, finalement, fait que ça donne à rien, mais je te le souhaite en retard, I guess. Fait que c'est ça, fait que pardonnez Reda si quelques moments il est un peu confus, on va en rire, vous allez voir, là, ça va être correct, mais j'ai promis qu'on allait faire un autre épisode ensemble, où ce qui va être vraiment comme full dynamique, puis il va avoir mangé, là, ça va bien se passer. Mais là, capotez pas, là, c'est pas terrible non plus, c'est juste rigolo, voilà. C'est dit, on en profite pour le saluer. Il m'a même écrit cette semaine, il dit, hey man, t'es sûr que tu veux le diffuser? Il me semble que j'étais mollo. Je suis comme, non man, ça a super bien été, je te jure. J'adore Reda, je t'adore. Très content de t'avoir reçu. Je l'ai pas dit ça, c'est vrai. Quand on était allé au Festival des Langues Sales, il y a une fille qui m'a tricoté des pantoufles et qui est venue me les porter carrément après le spectacle, qui est venue me les donner. Puis elle m'a fait des pantoufles custom parce que elle disait que visiblement elle suit mon podcast, elle sait que dans ma famille les gens tricotent beaucoup. Fait qu'elle fait comme toi, fallait que je t'en donne des hottes parce qu'elle donne des pantoufles à tous les artistes du festival. C'est vraiment comme ça fait là génial. Mais non seulement ça, mais moi elle m'a donné des pantoufles comme plus hautes que les autres parce que elle sait que dans ma famille, on connaît ça, nous, le tricot. Fait que je vais oublier de le dire, mais voilà, les pantoufles, merci. Je les porte d'ailleurs encore. Fait que je suis très content. Oui, je les porte parce que dans mon sous-sol, il fait fret. L'air climatisé descend, puis on gèle. Et ça, pareil, même si c'est l'été. Autre chose qui s'est passé cette semaine. Hey! J'ai 2 nominations aux Gémeaux, les amis! Avec mon émission Pas plus bête que nous. On est nominé pour meilleure émission jeunesse magazine. On est vraiment content. On va se battre contre Cochon Dingue et je compte bien voler le trophée à mon bon ami Pascal Morissette. Les cœurs! Je l'adore. Puis sinon, on est aussi en nomination dans la catégorie meilleure recherche. Et ça, pour vous dire... C'est vraiment un gros bout de la job sur Pas plus bête que nous, les recherches. On reçoit à chaque semaine des documents de 30, 40, 60 pages d'informations, mettons, sur la vue. Juste plein d'affaires sur les animaux, sur la vue, qu'il faut qu'on lise, qu'on analyse, on choisit qu'est-ce qui est le fun, puis après ça, on réécrit les textes, il y a une vérification scientifique, mais c'est un énorme travail en amont quand tu as une émission scientifique sur la recherche, et c'est incroyable, ce travail-là. Puis ça, c'est le bout que vous verrez pas au Gala des Gémeaux en septembre. C'est comme le gala, je pense que c'est la veille, ou en tout cas dans la semaine avant, les métiers, dans le fond, meilleur montage, toutes ces choses-là. C'est pas glam avec des vedettes, fait qu'on n'en parle pas à la télévision. Mais ça fait toute la job. Sincèrement, c'est aussi important que moi qui dis des niaiseries en avant du Kodak. Là. Si mes niaiseries sont pas pertinentes ou pas justes, mais ça donne à rien. Là. Je vais juste faire comme... Tu sais, moi qui parle à une caméra et qui dit des faussetés, je me ramasse à juste être les gens qui ont décidé de faire des vlogs sur Internet puis qui disent des choses genre... Je sais, vous avez déjà des noms. La madame avec les cheveux noirs qui crie dans son char. Là. Mais c'est ça, bref. Fait que j'aimerais souligner le travail de l'équipe de Feu. Merci. C'est vraiment cool. Je suis vraiment fier. Je suis vraiment content. D'habitude, je me vante pas, là. Mais là, hey, j'ai 2 nominations Gémeaux.
tassez-vous, OK? Moi, ça, je suis très fier, sincèrement, parce que c'est un travail d'équipe, je l'ai senti, c'est un beau projet. On est déjà en train de tourner la saison 2, fait que, je suis content, c'est vraiment le fun. Sinon, là, c'est un peu moins joyeux, tout de suite, je te dis ça, là. J'ai écrit un article j'ai écrit un post sur Facebook cette semaine, comme quoi il y avait encore des garçons dans le monde de l'humour qui n'avaient pas compris que ben il faut pas que tu penses avec ta graine en premier. L'article est encore, moi j'aurais pas dire article, mon post est encore sur ma page Facebook. C'était un long post où je disais que j'ai reçu des noms. Il y a des femmes en humour qui m'ont nommé des noms, comme quoi ces gens-là étaient sur une espèce de blacklist entre les filles, comme quoi ils étaient pas fins avec les madames, à plusieurs niveaux. Là. Ça peut juste être un peu des commentaires lourds, à je t'envoie tout le temps les dick pics, à je t'ai agressé. Là. Vraiment, là, on parle le spectre là, du début jusqu'à la fin des violences sexuelles. Et ça m'a outré de savoir que il y en avait encore autant, en fait. Même après le MeToo qu'il y avait eu, même après la sensibilisation qui s'est faite dans ce milieu-là. Et puis, ça m'a aussi outré de savoir que je connaissais tous les gars sur la liste. Que c'était des gars avec qui je faisais des shows, que c'était des gars que je connaissais, des gars avec qui j'avais jasé. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup fâché. Fait que j'ai fait une publication, comme quoi, c'est plate parce que je sais des noms, mais je peux pas les nommer parce que j'ai pas de preuves, moi. Je suis pas une victime. Je suis pas un témoin non plus. Fait que je peux pas en parler publiquement. Mais maintenant, je sais vous êtes qui, les gars. Fait que le peu de pouvoir que je peux avoir des fois sur un projet, sur quoi que ce soit, où votre nom sorte, ou quand je fais du booking pour des soirées d'humour, ou peu importe quoi, ben je vais essayer le plus possible de vous empêcher de travailler. Dans la mesure où est-ce que c'est pas de la diffamation, dans la mesure où est-ce que c'est moi qui choisis, ben je vais choisir d'autres gens maintenant. T'sais. C'est pas que je vais vous enlever quelque chose, parce que ça, je pourrais pas vous enlever un contrat si j'ai un contrat avec vous, mettons, parce que j'ai pas de preuves. Je suis d'accord, ça c'est le bout de diffamation. De l'autre côté, c'est ça. Quand je vais penser à quelqu'un pour quelque chose, ben je penserai plus jamais à vous. Je vais vous éviter à la limite. Puis si jamais je vous rencontre, ben je vais vous le dire que j'ai vu votre nom sur une liste. Je m'en fous que ça fasse un malaise. Je veux que vous sachiez que je sais vous êtes qui. Fait que, ceci étant dit, mon post a quand même généré beaucoup de réactions. J'ai eu des médias qui m'ont écrit pour la radio, pour des journaux. J'ai refusé toutes les entrevues parce que j'étais comme, je ne fais que dire que je sais qu'il y a des gens. Je peux pas venir parler, c'est pas mon mandat, c'est pas mon combat. Je nommerai pas les noms, je n'ai pas le droit de nommer les noms. On m'a demandé de ne pas nommer les noms. Puis d'un autre côté, mettons que la fille a décidé qu'elle a passé à d'autres choses, elle après, puis que moi je nomme le nom de cette personne-là, ben la victime, elle, faut qu'elle retombe là-dedans. Puis peut-être qu'elle a pas envie, tu sais, elle a juste envie peut-être de continuer sa vie, puis de faire garde. Faut respecter le fait que les victimes veulent des fois ne pas dénoncer, tu sais. Puis c'est correct. Autant qu'on veut qu'ils dénoncent, autant que ça reste le choix de la victime. Je peux pas tordre le bras à personne. Fait que mais c'est ça. Fait que il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit par rapport au post, beaucoup de monde qui m'ont demandé les noms, j'ai pas donné les noms. Il y a beaucoup de monde aussi qui m'ont remercié en fait. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit, des femmes qui m'ont écrit des messages en privé, comme quoi il y avait des gens qui osaient plus aller dans des soirées d'humour parce que justement ils avaient vécu des choses avec certains artistes ou certains gars de l'industrie de l'humour, que ce soit dans l'industrie, pas nécessairement juste en tant qu'artiste. Ça m'a énormément touché, votre confiance que vous m'écriviez. En fait, j'ai eu beaucoup de misère à lire ce que vous m'écriviez. C'était pas évident. Je vous ai mentionné à d'autres, pas vous directement, j'ai pas nommé de nom, mais j'ai parlé à des groupes de filles, tu sais, en leur demandant qu'est-ce que je réponds par rapport à ça. Fait que ben c'est ça. Bref, je vous remercie de votre confiance, je vous remercie d'en parler. Puis je vous encourage énormément. En fait, c'est ça que j'ai vérifié. Tu sais, j'étais comme Chris, je suis pas un intervenant, là. Je peux pas genre vous conseiller. Tu sais, c'est pas mon mandat premier. Là, puis moi, je suis pas capable de faire de l'empathie. Là, tu sais, tu vis ça, c'est cool. Mais après ça, je me retourne chez nous, puis c'est fini. Moi, je suis dans la sympathie. Là, je braille avec toi. Et là, je suis pas capable d'être en relation d'aide sans être carrément dans le drame avec toi. Là, je suis trop sensible, mais je répète des choses qui peut-être sont de la grosse base là, pour vous, mais appelez le 811,
Et demander l'info sociale, c'est une bonne chose quand on a besoin d'aide. Souvent, il y a des programmes différents selon la région où est-ce qu'on est. Il y a le CAVAC, qui est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, ou simplement l'hôpital. Vous pouvez en parler dans votre entourage aussi. Et puis, sinon, tu sais, c'est ça que je marquais, je disais, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu sais, ben, les victimes peuvent écrire directement aux agents ou aux gérants des artistes qui sont des harceleurs, peuvent écrire directement au festival, peuvent écrire à la boîte de production. On peut écrire aussi à l'APIH, qui est l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour, l'Union des artistes, l'UDA. Il y a des lignes téléphoniques que vous pouvez appeler pour porter plainte contre des artistes, carrément. Tu sais. Puis c'est ça, en fait. Fait que, puis surtout, les autres personnes, être vigilant, tu sais, poser des questions, t'es-tu correct, ça va dessus, régulièrement, ouvrir l'œil, tu sais. Puis surtout, pas tolérer des comportements qui sont déplacés. Fait que, c'est tout ce que je peux malheureusement faire, c'est juste de dire que ça existe encore, puis qu'il y a encore des gens qui font des choses. Fait que, mais ça a brassé beaucoup de marde dans la semaine, c'est ça, puis ça... j'ai refusé toutes les entrevues, puis j'étais comme, je veux pas avoir de visibilité par rapport à ça, c'est malsain. J'ai même pas publié mon prochain show sur ma page avant, genre, aujourd'hui, lundi, parce que j'étais comme, ça va être weird, je veux pas, je trouve ça dégueulasse, que là, il y a du trafic sur ma page par rapport à ça, je veux pas qu'on m'apporte, comme, hey, by the way, j'étais en spectacle, je trouve ça dégueulasse, c'est comme, je vais laisser passer la fin de semaine. Fait que c'est ça, mais juste que vous sachiez que je suis désolé de pas avoir vu à quel point le problème est encore autant présent, puis que je suis avec vous autres, puis je vous crois. Mon Dieu, c'est tough, mais voilà. Fait que désolé pour le début de podcast, vraiment lourd, mais je pense que c'est important qu'on rappelle ces choses-là. C'est pas fini, le combat est pas fini. Puis il y a aussi des gens qui veulent tirer profit un peu de ces choses-là, c'est dégueulasse. Tu sais, quand mon post a commencé à avoir un peu de trafic, ben il y a Monde de Stars puis Aïe qui ont comme copié-collé mon post en le mettant sur un article, en nommant, en disant un nouveau scandale dans le monde de l'humour sur le point d'éclater, avec des faces de Gilbert Rozon puis d'Éric Salvaille pour générer du clickbait. Puis sur leur site, c'est plein de pubs partout. Je vous trouve dégueulasse, Monde de Stars puis Aïe de faire ça. D'un autre côté, je comprends, comme s'il y a plus de monde qui le voit, tant mieux. Mais je sais que vos intentions sont pas nobles. Fait que je vous trouve dégueulasse un peu. Puis ce que ça le fait, en fait, c'est que ça a attiré des morons sur ma page qui sont venus me troller pendant toute la journée de vendredi, toute la fin de semaine, me dire genre que j'étais complice des violeurs parce que je nommais pas les noms, puis que c'est quoi, on peut plus cruiser, c'est ça, on peut plus rien dire. Fait que ça a juste attiré des hosties de morons sur ma page que, à un moment donné, j'en ai bloqué parce que ça avait pas de bon sens. Fait que, puis là, le débat partait. Tu sais, quand tu vois là, du monde, là, puis comme, après 20 commentaires, ils veulent pas comprendre. Ils écoutent pas ce que tu dis, ils font juste écrire en caps lock leur marde de gros gars toxiques, dégueux. Je les ai bloqués. Ça m'était jamais arrivé, ce genre d'affaire-là. Fait que ça a été une drôle de fin de semaine, je vous dirais. C'est pour ça que l'épisode sort aussi, justement, aujourd'hui, lundi, là, j'ai eu ça, j'ai eu plein d'autres affaires. Fait que c'était rushant. Mais tout ça pour dire que c'est cool. Les filles ont décidé de faire des moves pour qu'on rappeler que c'est pas terminé, qu'il y a encore de la job à faire, que le MeToo, c'est pas parce qu'on l'a dit une fois que c'est fini. Tout comme les inondations, il y a encore du monde qui pèle de l'eau avec le pompe. C'est pas fini, les inondations. Tu sais, mais on n'en parle plus dans les médias, tu sais. Fait que si on peut continuer d'en parler, je serais très content. Fait que voilà. Fait que ça c'est ce qui clôt le sujet. Je voulais ne pas en parler parce que ça a trop comme fait une différence dans ma semaine. Puis c'est ça. Fait que bref, voilà. Je vous réfère tous au centre d'aide, les organismes qui viennent en aide aux victimes de violences. Une simple recherche Google, puis vous trouvez tout. Voilà. Sinon, sur une note vraiment plus positive, en fin de semaine, c'était la fête des pères. Et j'ai fêté ça avec mes enfants. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. On a eu comme plusieurs trucs avec mon père, avec mon beau-père. Puis ma fille m'a fait un bricolage, puis elle m'a écrit une lettre. Puis j'ai vraiment comme pleuré en lisant la lettre. C'était super cute. Puis parce que j'ai comme catché, là, c'est ça, j'ai une fille qui s'en va au cégep, puis l'autre s'en va au secondaire. J'ai pris un coup de vieux en fin de semaine, ça m'a comme fessé. J'ai fait « Waouh! Non! » Fait que puis c'était vraiment cool, du bon temps ensemble. Puis
des beaux moments familiaux, un brunch chez mon frère. C'était le fun, j'étais très content. C'était une belle fête des pères. Puis j'ai fait une surprise à mon père. Mon père, c'est un boomer, OK? Mon père, c'est le monsieur qui a 3 drills, puis qui s'en sert jamais, une fois par année chaque, mais là, je suis comme, pourquoi t'en as 3? Ben, elle est à percussion, puis elle est... Mon père, c'est ça, OK? Il a besoin d'une scie, il va s'acheter une scie à onglette. Il a besoin de... C'est ce gars-là. Fait que là, il est tout le temps rendu au Patrick Morin. Fait que moi, je trouvais ça super drôle. J'étais allé chez Patrick Morin, puis j'ai demandé au staff, j'ai dit, hey, mon père est tout le temps ici, on peut-tu faire une petite vidéo? Fait que ça a été leur idée à eux autres. Le staff dit, OK, on se cache l'autre bord du comptoir, puis on va vraiment comme popper en faisant... Joyeuse fête des pères, Ronald! Fait que je voulais juste dire merci à la gang du Patrick Morin de Pointe-aux-Trembles. J'étais vraiment content. Mon père a vu la vidéo, j'ai envoyé, puis ça l'a vraiment touché. Il était comme, hein, ils me connaissent. Je suis comme, non, capote pas, là, mais il était vraiment content. C'était anodin. Ça, puis une carte cadeau. C'était super simple, mais ça lui a vraiment fait plaisir. Fait que, un truc, si jamais vous avez un beau-père ou un beau-frère ou un papa là, qui est de même, là, de filmer des employés de son magasin préféré qui souhaitent bonne fête. C'est niaiseux, mais ça a marché, ça a fait une différence. Sinon, je voulais juste vous dire qu'à partir de maintenant, je vais ramener dans les podcasts, là, pas cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, la roue de l'infortune, mesdames et messieurs. C'est une roue avec plusieurs numéros et je vais ramener ça. C'est un jeu. À chaque numéro correspond à un mini-jeu que je vais jouer avec mes invités, comme par exemple, tu dois parler en rimant ou tu dois faire les bruits de mon histoire et compagnie. On l'a déjà fait une couple de fois. Je l'avais essayé de façon prototype. Mais maintenant, à partir de la semaine prochaine, la roue de l'infortune va revenir. Et ce qui est merveilleux, c'est que toi, entreprise, tu vas pouvoir commanditer la roue de l'infortune. Fait qu'à chaque semaine, ça va être un commanditaire qui va commanditer la roue. Puis les épreuves peuvent avoir un lien, mettons, avec ton entreprise, peu importe, contacte-moi et puis on va trouver ensemble un stratagème et tout ça moyennant de l'argent. Fait que c'est comme ma façon de sponsoriser le podcast. Je suis vraiment content de ces entrevues-là avec des artistes. C'est cool. Puis je suis content parce que je commence à monétiser ça un peu. Je fais pas de la grosse pièce, mais le peu que ça fait, ça permet que je rachète des cartes SD une fois de temps en temps, un spot qui brûle, une petite affaire. Fait que voilà. Donc le message est lancé. Si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi ou passez par la plateforme Souk Media, Souk Media, S-O-O-K Media, pour entrer en contact avec l'agence pour justement faire du sponsor, on va le dire comme ça, comme les Français, du sponsor de la roue de l'infortune. Voilà. Ceci étant dit, j'ai presque terminé, inquiète-toi pas, Jean. 21 juin, cette semaine, je vais roder mon nouveau spectacle que je vais faire à Juste pour rire le 14 juillet. Donc là, ça va être la mouture presque finale. Là. Fait que là, ça va être ça les numéros, ça devrait être ça les enchaînements. Là, on vient roder le show complet, voir si ça se tient sur 1 heure. Les billets sont en vente, lepointdevente.com. Sinon, toutes les infos sont sur ma page Facebook. 21 juin, 21 heures le show et non 20 heures, comme d'habitude. 21 heures parce qu'il fait clair, puis sinon, on veut qu'il fasse noir. Fait que voilà, puis sinon, Minifest, j'ai énormément de shows au Minifest. Fait qu'allez voir sur le site internet du Minifest, achetez-vous une passe, ça vaut la peine. Je vous garantis ce festival-là cet été, c'est de la bombe. Voilà, c'est tout. J'ai fini. Écoute, guys, on s'en va avec Reda Saoui. Si vous avez fêté le Ramadan, vous aussi, je vous souhaite un joyeux Aïd Moubarak. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais ça de toute façon, sans retard. Puis, que la paix soit sur vous et vos familles, Inch'Allah, les amis. Voilà, je vais le faire l'année prochaine, je pense. Je n'ai parlé dans le podcast, vous allez voir. L'année prochaine, je vous le dis, là, je fais le Ramadan. J'ai le goût, ça a tellement l'air le fun. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, tu croches, c'est pas grave. Reda Saoui, bonne semaine. Pour vrai, ça me fascine qu'est-ce que tu dis par rapport à... ils s'entendent pas sur si le Ramadan finit demain ou après-demain. Mais c'est parce qu'ils mesurent le croissant, tu me dis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis il y a plusieurs écoles de pensée. Comment? Là, il y a plusieurs écoles de pensée dans l'islam en général. Oui. Il y a plusieurs personnes qui pensent différemment. Mais c'est comme, le protestantisme, les orthodoxes. Exactement. Okay, c'est la même chose. Ouais. Tu as les sunnites, les chiites et plusieurs autres. Ouais. Les autres, je les connais pas. Puis, ils mesurent... je sais pas vraiment comment ils font, mais ils regardent la lune, puis ils disent, c'est l'Aïd, c'est bon. C'est l'Aïd. Mais c'est parce qu'ils mesurent le croissant, à quel point il y a une largeur. Ouais, il y a des spécialistes. Il y a vraiment des spécialistes. Je sais pas si c'est ça exactement, mais il y a des spécialistes qui regardent. Parce que le Ramadan dure un cycle lunaire complet. Ouais, exactement. Il commence quand, dans le fond, le croissant est d'une telle... Exactement. Longueur, fait qu'il faut que ce soit la même longueur complètement l'autre bord. Exactement. OK. Puis de commencer à la pleine lune ou à pas de lune pantoute, c'est pas plus simple, genre. Il me semble qu'on ne mesurer rien. Ah, la pleine lune, let's go, on commence.
comme ça. Mais c'est parce que le croissant de lune est quand même super présent. Tu veux savoir si le pays est musulman, généralement sur le drapeau, il y a un croissant de lune. Ouais, exactement, ça vient de là. La lune vient des drapeaux. La lune vient des drapeaux. La lune vient des drapeaux. Ah! C'est si simple! Non, mais c'est pour moi, ça. je connais l'histoire. Vas-y, pose-moi plein de questions. Mais c'est pour ça, dans le fond, que le croissant de lune est si important. Il faut qu'il y ait l'air de ce croissant-là parce que c'est le début et la fin du ramadan. Exactement. Exactement. Fait que là, mais quand est-ce que vous le savez? OK, c'est aujourd'hui ou demain? La journée même, genre? Ou ils font finalement ça va être demain? C'est ça, comme je te dis, il y a plusieurs écoles de pensée. On le sait que c'est c'est à telle période par rapport à l'année passée. Ouais. Mais on ne sait pas quand exactement. Ça va dépendre de Donc, il y a des débats entre des spécialistes. Des astronomes, genre? Ouais. Mais musulmans, genre. C'est comme c'est des astronomes, mais religieux. C'est comme des curés de l'espace. Des astronomes halal. Pour vrai, c'est pas drôle. Parce que, il me semble que c'est un astre qui a la même trajectoire. Fait que, je veux dire, on peut prédire... Exactement, mais pour dire quand exactement. Parce que, en fait, c'est ça, c'est quand même assez compliqué. Je sais que, par exemple, en Arabie Saoudite, c'est différent que le reste des pays arabes, tu vois. Ouais. Je sais aussi que, par exemple, les chiites, par exemple, lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils cassent le jeûne, ben, ils cassent une heure. Ils cassent genre 5 minutes plus tard que les sunnites. 5 minutes plus tard. 5 minutes plus tard. OK. C'est-à-dire que nous, mettons, on casse le jeûne, par exemple, les sunnites vont casser le jeûne par exemple, à 8h30. Eux, ils vont casser le jeûne à 35, exactement. Fait qu'ils checkent le temps. À quelle heure vous le faites? OK. Puis nous autres, pas vrai? Ben, c'est vraiment comme ça. C'est spécial. C'est traditionnel, c'est une tradition. Je sais pas si c'est traditionnel, mais c'est une école de pensée. Ils ont leur... Ouais, c'est ça. À quelle heure tu peux casser le jeûne? À partir du soleil qui se lève, j'imagine, de la dernière journée, la journée de l'Aïd? Ou... Parce que normalement, c'est quand... Tu sais, il faut que tu sois pas capable de distinguer entre une ficelle blanche et une ficelle noire, je pense. Ouais, exactement. C'est ça. Bon, là, tu connais bien. J'essaie de connaître un peu ça, mais je veux dire, ça, c'est... Tant que tu peux ne pas distinguer les deux, tu peux manger. Ça, c'est le soir, mettons. Puis le matin, quand le soleil se lève, j'imagine, quand tu commences à pouvoir le distinguer, il faut t'arrêter. Ouais. I guess. C'est ça, bon. Mais là, quand tu casses le jeûne, c'est-tu aussitôt que le soleil se lève, genre? Aussitôt que tu peux le distinguer la dernière journée, les deux fils, je c'est comprends comme... pas. Dans le sens que... Je suis en mode jeûne, là. Excuse-moi, ça va. Dans ma tête, c'est super... Mettons là qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée du ramadan. Ça veut dire qu'à partir de demain matin, tu peux manger. Ouais. Ça veut dire que demain, c'est l'Aïd. Exactement. Bon. Ça veut donc dire qu'à partir de demain matin, au moment où tu vas pouvoir faire la différence entre un fil blanc et un fil noir, il va y avoir assez de lumière du soleil, là, c'est comme fini, c'est tout ça? Ou... Non. Non, à partir quand que le soleil se couche. Ce soir, c'est terminé. Ah, OK. Voilà. Fait que vous allez pouvoir... vous pouvez manger ce soir. Exactement. Et là, vous allez juste pouvoir continuer à manger, genre, même si le soleil se lève demain. Exactement. Ah, OK. Mais on sait pas... C'est ça que tu dis qu'à 8 h, tu faisais 20 h, dans le fond, c'est ça. OK. Mais le débat, c'est qu'on sait pas si c'est demain ou si après-demain. OK. Mais là, le monde qui vend des moutons, là, doit être stand-by en esti de c'est quelle journée mon rush, ça, c'est notre fête. Non, hein? C'est pas l'Aïd, la fête du mouton? T'as l'Aïd de cette fête-là. Ouais. Puis t'as l'Aïd Kébir. Ah, l'Aïd Kébir, c'est... Ça, ouais, Je pensais que l'Aïd, c'était juste le nom. Il y a l'Aïd Kébir, puis il y a l'Aïd... Exactement. OK, c'est parce que le même... L'Aïd, ça veut dire fête. Ah, excuse-moi. Ça, je savais pas. OK. Moi, je savais que la fête du mouton s'appelait l'Aïd, mais c'est l'Aïd Kébir. Exactement. C'est ça. OK. Ouais. La grande fête. Oui, ça c'est la fête où genre chaque famille a un mouton, puis comme t'invites tout le monde à venir bouffer chez vous, puis c'est comme la Exactement. C'est le Thanksgiving un peu dans le fond, genre. Exactement. C'est le même principe que la dinde. Ils ramènent un mouton puis ils l'égorgent. C'est pas tout le monde qui le fait là, mais non, mais dans le sens que je veux dire, il y a des familles qui se mettent ensemble, un mouton c'est énormément de nourriture. Oui, c'est énorme, c'est énorme. C'est beaucoup. Genre quand moi je me rappelle plus jeune, mon père allait genre à une ferme. C'est une ferme italienne, je sais pas c'est où exactement. Puis on allait là pour égorger le mouton. Ouais. On prenait le mouton, puis il faisait un gros barbecue. Le monsieur sur la ferme vous laissait égorger son mouton avant de repartir avec? Ouais, c'était une business. Ah oui, lui, c'est ça. Business, il savait que c'était l'Aïd, donc il invitait des imams, puis t'avais toute la communauté musulmane qui allait. Fait que là, il y avait une grosse file avec... Tu sais, tu voyais... Tout le monde avait sa brouette. Tout le monde avait son mouton. Puis les moutons étaient comme... Hey, mais ça sentait le mort, pour vrai. C'est sûr, là. C'est terrible, un abattoir. Mais c'est charmant.
Je sais que pour les vegans, c'est triste à dire. Ben oui, non, c'est clair. Mais c'est charmant. Non, mais c'est pas cool. Mais c'est charmant. Je sais pas à quel point c'est pas cool. Ben ça, je sais qu'on en avait déjà parlé beaucoup de, est-ce que t'es game de voir l'animal mourir, puis après ça, tu veux plus le manger, Puis moi, j'étais comme... Ouais, je l'avais parlé avec toi de je vais aller à la chasse parce que je veux tuer un animal, je veux pouvoir le tuer, le dépecer, puis le cuisiner au complet. J'ai l'impression que si je choke, puis je suis pas capable de faire tout ça, je mangerai plus jamais de viande de ma vie, je vais devenir végétarien. Parce que je me dis que si t'es pas game de considérer vraiment ce que c'est, tu mérites pas de le manger. Parce que ma blonde, ça l'écœure, mettons, les ailes de poulet. Quand ça ressemble à une aile de poulet, il faut que ce soit tout séparé en morceaux. Mais si, mettons, t'as l'aile avec les 3 bouts puis que ça plie, ça l'écœure, elle veut pas en manger. Faut que ça soit genre en forme de cœur. Non! Ouais, c'est ça! C'est pas du poulet. Non, c'est un cœur qui goûte le poulet. Ah, mais moi, j'aime ça. Le poulet entier, je le rouvre avec des ciseaux, je le mets en crapaudine, je le fais sur le barbecue à la portugaise, puis ça l'écœure ma blonde tout le temps parce qu'elle voit l'animal, tu sais. Puis elle aime ça le manger comme si... apprêté. Mais tu sais, c'est ça, mais c'est comme le syndrome supermarché, là, tu sais, tu veux le morceau dans le saran wrap, mais tu veux pas savoir d'où ce qui vient, tu sais. Je suis comme, mais d'abord... C'est comme un manque de respect pour l'animal qui est mort pour toi, je trouve, de pas vouloir le considérer. Je sais pas. Mais moi, j'avais vu... Je suis parti au Costa Rica, puis j'avais vu un gars qui courait après sa poule pour manger, tu sais. Oui! Puis j'ai trouvé ça hot, j'ai fait, man... Hey, il travaille pour sa bouffe, là! Lui, là, il est fier après. Lui, quand il va manger son poulet, là, il va être heureux, là. Ben, c'est comme... C'est pas... C'est comme pêcher. J'allais pêcher avec mon père, moi, puis genre, on pognait un poisson, puis on le mangeait le jour même, là, puis ça goûte le fond de lac, la truite de Pourvoirie, là. C'est pas si bon, mais c'est fucked up. Oui! T'es comme, yes, je l'ai fait. J'ai mis mes... Tu sais, genre, je voyais mon père éviscérer ça sortait, puis j'étais comme, arc, c'est dégueu. Mais moi, je fais, non, mais une fois, je le fasse. Puis comme, OK, là, tu rentres tes doigts, là, t'enlèves l'intérieur de poisson, puis t'es comme... Mais c'est comme la première fois que tu mets un verre sur un hameçon, tu sais. Au début, t'es comme, oh, wesh, tu sais, il se tortille. Mais à un moment donné, à la fin de la journée, t'es comme, tes mains sales, tu te les mets en face. T'es sale, anyway. Mais... C'est ça pareil, tu sais, comme fuck it. Exactement ça. Exactement ce que je disais, c'est que moi, quand j'avais vu, c'est ça, tu voyais qu'il égorgeait le mouton, puis là, il amenait la carcasse. Avec les yeux ouverts, la langue qui pend, là, genre. Il amenait la carcasse à la maison, puis il le vidait à la maison, dans la cour, à Saint-Eustache. Oh shit, OK. Les voisins! Les voisins voyaient ça, ils capotaient, je te jure. Mais ça, c'était la première fois qu'on faisait ça. Puis, mais je te laisse continuer. Il y avait toute la famille, puis là, tu voyais qu'ils vidaient il vidait tout. Tu vides le mouton. Il vide le mouton. Mais tout dans le mouton se mange. Ouais. Donc même... Mais n'importe quel animal, c'est ça, Même les testicules. Ben oui. Parce que c'est un plat spécial, ça, non, mais je sais, oui. Ça se mange. Voilà, ça, c'est ça, Et puis je me rappelle que mon oncle, justement, il a pris le testicule, il l'a coupé, puis il l'a mis sur le grill. Il dit, ben, écoute, je vais t'apprendre quelque chose. Non! Tellement gore! Mais c'était bon, man! C'est sûr, c'est bon. Mais jamais je ferais ça. Je l'ai fait une fois, jamais. C'est comme les cœurs de poulet, là, tu sais, tu peux acheter ça, mettons, en boucherie ou à l'épicerie, là, tu sais, plein de petits cœurs de poulet. Ouais, ça, c'est fou, ça. Ben, moi, ma mère a fait une sauce avec ça, genre dans le temps des fêtes, puis elle blende les cœurs de poulet, genre avec un pied mélangeur dans les patates pilées. C'est comme malade comment c'est bon, là, genre. OK. Tu sais, mais c'est comme, oui, c'est pas beau, mais je veux dire... Mais c'est ça ma question, c'est comme, tu sais, à Saint-Eustache, les voisins voyaient ça. Bah, les Arabes t'ont après tu une chèvre, dans le cours, tu sais. Mais sauf que... Tu vois, ils disaient pas ça techniquement, mais tu voyais qu'ils étaient comme, what the fuck. Tu vois, ils étaient comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais d'un autre côté, si, mettons, on s'en va en campagne, puis tu vois un fermier blanc égorger des poulets, t'es comme, il est sur une... C'est exact. Pour moi, vous autres, c'est dans le cadre d'une fête religieuse, mais c'est le même principe que Thanksgiving où on a un petit gros oiseau qu'on va farcer. Sauf qu'on l'achète butterball congelé, full, plein de stéroïdes dégueulasses. C'est juste que là, il le voit, là. Oui, mais c'est... Tu vois qu'il est en train de vider le mouton, t'sais. Exact. Mais pour moi, je pense que c'est weird à dire, mais de tuer l'animal, on le respecte comme plus. On dirait que quand on veut même pas considérer ce qui est à la base. Moi, mon problème est là-dessus. Moi, je trouve ça bien effrayant, tu sais. Probablement du monde qui trouve ça bien effrayant que... Ce qui est le problème, moi, je pense, personnellement... moi, je comprends vraiment, par exemple, les vegans. Je les comprends parfaitement. Ah oui, non, définitivement. Mais je pense le problème, d'après moi, en tant que carnivore modéré. Ouais. T'es modéré depuis 3 semaines, là, en général. Là, mais moi, je crois personnellement que ce qui est dangereux, c'est les abattoirs en ce moment, tu sais.
les tuer à la chaîne, puis... Ben, c'est l'industrialisation de masse, ça, c'est terrible, parce qu'il y a tellement de carcasses qui est gaspillée. Ça, c'est terrible. Ben, ça n'a pas de sens. Non, c'est clair, ça n'a pas de sens. Ça, c'est terrible. Mais en fait, c'est comme... Mais de prendre un animal que tu tues toi-même, je crois... Après ça, je sais qu'il y a des gens qui vont m'écouter et qui ne seront pas d'accord, mais je crois personnellement que tu sacrifies l'animal humblement, tu sais. Ouais, ben tu manges l'animal, tu le travailles. Tu gaspilles pas. Exactement. Son destin a eu un sens. T'es son ami, mais tu l'égorges. mais n'importe qui est rendu sur une ferme va te dire que tu donnes pas de nom aux animaux, là, parce que c'est comme, tu peux pas faire ça parce que c'est là que tu t'attaches, là. Ouais. Mais comme, tu sais, moi, c'est sûr qu'on n'a pas des vies qui font en sorte qu'on peut vivre comme ça parce que, tu sais, c'est des choix qu'on a fait, puis la société dans laquelle on vit va vite, puis whatever, mais j'haïrais pas ça, moi, tu sais, mettons, vivre sur une fermette, puis genre avoir comme, tu sais, mes légumes, mon jardin, mes cossins, mes crops, puis tu sais, comme pour l'année, puis d'avoir une coupe de poules, une coupe d'animaux, puis tu sais, on dirait que je trouve ça séduisant, l'idée d'être presque autosuffisant, mettons, tu sais, genre... Puis ça, c'est pas dans une perspective amiche ou... Non, mais c'est juste dans l'idée que... C'est ça, ouais. Je pense qu'on s'en va vers là. Mais comme, tu sais... Je crois. Je crois. Après ça... Moi, j'avais croisé un gars qui a beaucoup investi dans l'immobilier. Puis moi, une fois, j'ai posé la question par rapport à comment ça fonctionne, c'est quoi le processus. Puis il se trippait les maisons, lui, c'est ça que je faisais? Il m'a dit sincèrement, genre, ne mets pas de l'argent dans l'immobilier. Mets de l'argent... Si tu veux te faire de l'argent, mets de l'argent dans l'agriculture. Ah ouais? Parce que l'argent va augmenter de plus en plus. L'argent va augmenter de plus en plus. La nourriture va augmenter de plus en plus. Ouais. Puis ça va se vendre cher. Ouais. Finance-le. Et je pense que c'est là qu'on s'en va. Mais c'est une question de temps, en fait, aussi, qu'on n'a pas pour pouvoir être plus comme ça, comme individu. Tu sais, dans le sens que le nombre de shit qu'on a géré dans nos semaines, tu sais, c'est assez l'enfer. Ouais. Mais tu sais, j'essaie d'avoir, mettons, moi, une partie de mon après-midi où, tu sais, la fin de semaine, je fais mon épicerie, puis ça me prend vraiment un après-midi où je fais de la prep. Fait que tu sais, là, je vais, mettons, couper tous mes légumes, faire mes plats, genre Tupperware. Et ça, les Tupperware, c'est magique. Là. Les vrais, là, Tupperware que tu payes comme beaucoup trop cher, là. C'est ridicule comment tu gardes tes légumes longtemps. Ça fonctionne, il y a de la magie. Je sais pas c'est quoi la sorcellerie qu'ils font, ces calices-là, là, mais c'est insane comment ça marche. Fait que genre, mais je fais toutes mes Tupperware de crudité pour ma semaine, toute ma préparation de cossins. J'ai fait. Fait que là, dans la semaine, on bouffe moins de resto, on bouffe moins mal des cochonneries parce que tout est déjà comme divisé en portions, tout est prêt, tu sais. Mais genre, si je pouvais avoir un peu plus de temps, tu sais, des fois, je fais un pain. J'aimerais ça en faire, tu sais, comme à toutes les semaines, avoir fait un pain, tu sais, pour la semaine ou une fougasse, mettons, tu sais, aux olives ou quelque chose de même. J'aimerais ça avoir le temps de faire des fours. Ouais, c'est fucking bon, un pain fait au four, puis ça sent bon, puis tout. Puis c'est simple, là, c'est simple, faut juste le faire, tu sais. Une question de temps. Puis après ça, j'aimerais ça pouvoir faire, mettons, des bouillons pour ma semaine avec des os que j'ai gardés toute la semaine. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire ça un moment donné. Avec des os? Ben, genre, pendant la semaine, quand je fais à bouffer, mettons qu'il y a des ossements, des os de poulet, tous les os de ribs ou whatever, j'ai mis dans un Ziploc dans le congélateur. Tu peux faire des bouillons de... Ouais, ben oui. Puis après ça, j'ai la même affaire, j'ai un autre Ziploc avec toutes les bouts de légumes que j'utilise pas, genre la tête des piments ou tu sais des pieds de céleri. Là. Ok, tu vas chercher le gras. C'est ça. Fait après ça, je fais un bouillon avec comme tous mes morceaux de légumes que j'ai congelés depuis une semaine, puis tous mes ossements, je les mets dedans, je fais bouillir ça, je fais réduire, j'enlève, puis ça me donne un bouillon de légumes / viande en général, qui sert de base pour plein d'autres recettes. Mais j'ai pas le temps de cuisiner à ce point-là, mais le plus que je peux le faire comme from scratch comme ça, le plus c'est cool, le moins t'achètes de trucs transformés. Mais c'est tout le temps une question de temps. Mais si t'as une ferme, oui, il faut avoir du temps. Oui, mais là, ça devient ça ta job. Ça devient ta vie. Ouais, mais genre, moi, j'aimerais ça faire ça. Moi, j'aimerais ça, mais pas là. Ouais. J'aimerais ça, mais pas en ce moment. Je serais... Par rapport à l'humour et tout ça. Ouais. Mais comment je préfère rester à Montréal. Regardez, on sauve une ferme de stand-up. Fermier le jour, humoriste le soir. Le monde, ils viennent, la petite salle de spectacle dans la grange, on fait des shows à tous les soirs. On pue le fumier. Non, on pue pas le fumier. J'étais allé l'année passée faire un tournage sur un endroit où ils faisaient du fumier. C'est ça leur job, eux autres. Ils font de l'engrais bio pour des terres, puis ça sentait fuck all, genre. Ce qui sent fucking mauvais, c'est genre le purin, c'est du jus de porc dégueulasse qu'ils vont arroser, puis tout ça, mais je veux dire, comme l'enclos à poule ou l'enclos à... Tu sais, quand c'est pas industriel avec beaucoup, ça sentait pratiquement rien. Quand c'est bien traité. Ça sentait la campagne, mais sans plus, genre. C'est surprenant, là, tu sais. Mais ça sent bon, la campagne. Moi, j'aime la campagne. Saint-Eustache, tout dépendamment où t'étais, et des bouts, c'est quand même presque campagne. Oui.
Dépendamment de où t'es, là. Si tu vas plus loin à Saint-Eustache, si tu vas plus loin sur Curie-Labelle, vers le nord, là, t'es en. Il n'y a pas de limite, là, c'est ça. Mais Saint-Eustache, c'est très banlieue, là. Où toi t'étais, là, c'est très banlieue. Ouais. Mais sinon, non, j'aime beaucoup la campagne. Beaucoup. Je sais qu'en Algérie, à la ville de mes grands-parents, c'était très la campagne. T'sais. Mon grand-père était agriculteur, berger, donc, tu sais, j'ai vu ça, tu sais, Ça va-tu? Bon, je t'ai juste le son, mais ton micro a comme pivoté par en dedans, fait que j'avais juste peur qu'il soit tombé, mais il est encore là. Je vais le replacer. Non, ça va. T'es correct. Ça marche. Ah, tu vas le mettre à l'extérieur? Bon, on a brisé la magie. Et bim! On voit le micro. Non, mais j'étais juste comme, oh shit, il est tombé ou. Ça va. Mais c'est ça. Il est agriculteur, ouais. Berger, tu dis? Agriculteur, berger, tu sais, il y avait des moutons, il y avait. Donc, tu sais, je connais ça. Ouais. J'ai vu ça, mais j'ai pas grandi dans ça. Mais j'aimerais ça éventuellement retourner là, vraiment quand je vais être plus vieux, quand je vais être à la retraite. Puis que là, t'auras plus la santé pour le faire. C'est ça l'affaire qui est weird, tu sais. Ah, je vais engager quelqu'un. Je veux juste vivre sur une ferme. Fais ce que je... Nourris-moi. Nourris-moi. Il va me nourrir. Ah, wow. C'est bien ça qu'on peut aller au centre d'achat? Je vais engager un blanc de Saint-Eustache. Un vrai agriculteur, là. Il y a James Manella qui me parlait, tu sais, lui, il est italien, puis il me parlait qu'il y a la fête des... Ben, il s'appelle pas de même, lui, il appelle ça de même, la fête des tomates, là. Ouais. C'était un moment vers la fin de l'été où est-ce que toute sa famille italienne, tout le monde arrive avec des tomates chez eux. Puis là, ils font comme... Toute la journée, ils font des sauces, ils font des tomates étuvées, des tomates en boîte, ils font des conserves comme toute la fucking journée, comme des brutes, là, genre. C'est fou, hein. Tout le monde ensemble, puis tout le monde en repart après ça avec, genre, son ketchup, sa sauce, sa spaghetti, sa pâte de tomates. Mais tout le monde arrive avec des palettes de tomates, là, genre, tu sais. Puis ça, c'est culturellement très italien, là, tu sais, de faire les tomates, là, genre. Je sais pas, ça doit peut-être avoir un nom. Lui, il appelait ça la fête des tomates, là, mais... Non, on n'a pas de nom. Tu veux dire, je comprends mais je veux dire, mais genre... Tu voulais en venir. Mais James, quelle est ta question? James faisait ça avec les tomates. C'est ça. Lui, c'était comme son moment familial dans l'année où est-ce que tout le monde débarquait chez eux, tout le monde bouffait, tout le monde faisait comme plein de sauces, puis tout le monde en repartait avec plein de cossins. Là, tu vois, eux, les tomates, nous, c'est le mouton. Ouais, c'est ça. Donc, c'est l'Aïd Kabir. Ouais. Oui, on fait ça. Il n'y a pas d'autres aliments où on se rejoint. Est-ce que c'est ça ta question? Il n'y avait pas de question. Je parlais juste que James aussi avait ça, mais je peux te poser une question. OK. On va couper le montage. Je vais te rajouter. Je te jure, je suis vraiment slow. En mode ramadan, c'est... Les questions, ça fait... Ouais. Là, troisième semaine, quatrième semaine, tu dis que t'es rendu fatigué, mais t'es habitué, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, OK. Première semaine, c'est dur. Deuxième semaine, ça va. T'es rodé. Ouais. Troisième semaine, t'es fatigué. Ton corps est fatigué. Ouais. Puis quatrième semaine, c'est... Ah, il en reste plus gros, là, rendu là. Ouais, exactement. T'es fatigué, mais t'es rodé, là. Ouais. Mais tu sais, comme, mettons, toi, tu fais un show le soir, mais tu peux avoir mangé avant le show quand même, non? Ou le soleil se couche encore trop tard. Ouais. Fait que c'est non, je mange... Après le show? Ou... Non, je mange avant le show. Ouais. Tu y arrives... ouais. Ça m'arrive parfois quand c'est un show important... je mange. Ah, fuck it. Parce que ça demande... J'ai besoin d'énergie, tu sais. Fait que c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est un peu dur. Des fois, vu le métier que je fais, j'ai besoin d'énergie. On a besoin c'est clair, faut que tu sois comme intense. Puis t'es intense sur scène en plus, toi, là, tu sais, t'as comme une espèce de... tu restes sur place, pas que tu cours partout, mais je veux dire, il y a comme une... Tu sais, t'es incarné, il y a comme vraiment... T'es énergique, mais placé, canalisé, mais t'es crissement intense. Des fois, je sors de scène puis je suis fatigué. Ouais. Des fois, je sors de scène puis je suis comme étourdi tellement que je suis... J'exagère, mais oui, c'est ça. Donc, forcément, j'ai besoin de nourriture. Ouais. J'ai besoin de nourriture. Mais tu sais, mettons, j'ai un show... comme là, ce soir, j'ai un show au 10-30. C'est un show qui est quand même important. Je dis pas... Les lundis au 10-30, c'est le fun. Je dis pas que c'est pas important, là. Non. Toutes les shows sont importants, mais c'est juste... Quand c'est un gros show, une audition, là, je mange. Ouais. Mais sinon quand comme tu peux là, pas te permettre d'être mollo. Exactement. Ce soir, je sais que je fais un 20 minutes. Ouais. Je passerai pas, genre, premier. Je vais pouvoir manger. T'sais. Ouais. Ou bien tu vas closer la première partie ou closer le show si tu fais un 20 normalement. C'est 15-20, 15-20. Je pense. Exactement. Ça marche, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça.
tu vas pouvoir manger même au 10-30 parce qu'en plus de ça, là-bas, ils fournissent le lunch. Fait qu'en plus, on va manger gratos. Yeah. Ah, ouais? Ben oui, tu sais pas ça? Oui, au club. J'ai jamais su, j'y allais souvent. Ben non, au club 10-30, tu peux te faire livrer de la bouffe dans la loge. Qu'est-ce que tu veux? On me l'a jamais dit. Yo, pour vrai? Fait que je vais abuser. Oui, tu vas pas abuser, là, genre la poutine, là, fuck up, là. Ce que tu veux. Mais, non, la poutine, non. La poutine, c'est non. Pour casser le jeûne, c'est la pire chose. C'est sûr, des patates, du fromage, la sauce brune. Mais une fois, j'avais cassé le jeûne. Parce que quand t'as faim, tu veux juste manger. Tu manges avec tes yeux, tu sais pas ce que tu veux juste manger. Ouais. Puis, je suis allé avec un autre humoriste, on est allé manger dans un restaurant. Puis, lui, il m'a dit, hey, prends les pâtes au canard. C'est vraiment bon, là. J'ai fait, OK, cool. Mais tu cassais ton jeûne là-dessus? Man, des glucides, mon gars. J'ai eu mal au ventre, frère, pendant toute la nuit. J'étais comme, c'est clair. Mais oui. Man, c'était horrible. Fait que tu y vas graduellement, je me dis, tu fais avec comme des légumes et de la viande. Ouais, je vais doucement. Ouais, c'est ça. Parce que le truc, c'est que tu fantasmes tellement. Ben oui. C'est ça le but du brownies! Ramadan. Le Ramadan, c'est de dire, OK, garde, tout ce que tu vis, c'est des fantasmes. Donc, retiens-toi. Ouais. Tu vas voir que quand tu vas manger, tu n'auras pas si faim que ça. T'sais. Ouais, c'est ça. Tu vas voir que quand tu te garoches dans ce que tu devrais te garocher, c'est pas si bon que ça. C'est comme le sexe. Mais le sexe, c'est bon. Non, ouais. Mais c'est comme le sexe, c'est quand tu as vraiment envie d'une personne, mais il suffit juste d'un ah et c'est terminé. Ouais, il suffit juste d'un regard. Ouais, non, je comprends. Ouais, définitivement. Ouais. Mais j'exagère. Mais je veux dire, quand tu passes à l'acte, ben tu te rends compte, quand tu as terminé, ben c'est fini, tu sais. Tu n'as plus cette sensation-là que tu avais avant, tu sais, c'est terminé, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose dans la passager, c'est éphémère, tu sais. Non, puis je te l'avais dit, moi je pense qu'à un moment donné, je vais le faire, le Ramadan, ça a l'air cool, l'idée de la discipline, parce que j'ai pas ça, moi, dans la vie de la discipline. Moi, c'est petit à petit, mon but, c'est de convertir les gens. À l'islam, oui, c'est sûr, tout le monde le dit sur Internet. Ils veulent amener un charia ici, avec le foulard. Petit à petit, man. Mais non, mais j'ai un ami à Vancouver, il fait des jeûnes, lui, c'est une autre affaire, il boit du thé toute la journée, mais il soupe seulement, genre, tu sais, fait que lui, c'est comme, il y a de plus en plus des diètes de jeûne, c'est vraiment rendu en mode. L'idée de la... Moi, j'avais fait un jeûne, puis c'était un ami à moi qui s'appelle Florian Bricaire, qui est à l'École nationale de l'humour. Il sort, là. Oui, il vient de finir, lui. Il vient de finir. Nom, puis lui, il fait des cures, des fois, il fait des cures incroyables, tu vois. Il y en a plein de ça, ouais. Puis... Mais j'imagine que c'est dangereux, faut que tu saches ce que tu fais. Puis moi, j'étais comme à un moment donné, j'étais comme, man, je sais pas ce que j'ai, je me sens super fatigué. Puis il me dit, hey, essaie ça. Fais une cure d'1 semaine, et c'est ça. C'était quoi la cure? C'est genre, tu manges pas, genre, tu commences à manger à midi. Ouais. Tu manges pas avant, tu manges à midi, mais tu manges pas, tout ce qui est gluten, tu évites, sucre, tu évites. Patate pâte, c'est non. À 8 heures, t'arrêtes. 8 heures le soir, ouais. Tu manges plus rien. Okay. Et tu jusqu'à midi. OK, mais tu peux boire de l'eau. Tu peux boire de l'eau. Tu peux t'hydrater. Okay. Contrairement au Ramadan, tu peux pas t'hydrater. OK. Juste le soir. Juste le soir, je comprends. Ouais. Sauf si, mettons, t'es dans un cas d'insolation ou t'es au gros crise de soleil ou whatever. Ouais. J'imagine qu'il y a des gens qui sont plus lousses que d'autres aussi, là. Ouais. Tu sais, comme je pense que si t'es enceinte, si t'es malade, si t'es un enfant, il y a plein de situations où si ça mettons, si t'es un enfant, si t'as tes règles, si t'es malade. Moi, je suis tombé malade en 2015. Donc, j'étais obligé de prendre des médicaments. J'avais des médicaments à prendre, donc j'avais pas le choix. Je l'ai pas fait. C'est ça, exact. Je pense que je l'ai pas fait pendant 2 ans. OK. Parce que je prenais des médicaments. Ouais. Puis la 3e année, je l'ai faite à moitié. OK. T'as give up ou t'as commencé en retard? T'as arrêté pendant? Ouais, des fois je le faisais, des fois je le faisais pas. Je comprends. Ouais. Mais ça demande de la discipline, c'est ça qui est... Faut que tu prévois tes trucs. Tu sais, comme je disais tantôt, le fait de faire des portions dans ma semaine pour comme pas bouffer. Ces temps-ci, là, c'est dégueulasse. Là, je reviens des shows là, le soir, puis tu sais, je suis tellement à course que là, je vais me ramasser un McDo, terrible, hein? Je fais tout le temps ça, me ramasser des McDo en char, là, puis tu sais, je me sens dégueu en ce moment, je suis comme enflé. Mais tu sais, la route ça n'a pas de sens, là. Tu sais, le retour. Ouais. Tu reviens chez toi, puis tu as mangé tout ce fast-food-là, avoue que tu te sens fatigué. Ah, ben là, c'est clair. Je me couche, je dors, je suis comme, je me réveille, je rate du McDo le matin, là, c'est dégueulasse. Mais genre, c'est. Ou du Tim ou whatever, mais tu sais, je veux dire, tu reviens d'Ottawa, t'as fait un show, là, t'as faim, là, il est rendu tard, là, après le spectacle, puis je me suis pas amené, mettons, tu sais,
Souvent, je me fais du jerky maison de bœuf ou je me fais des... Ouais, t'en avais mangé dans le char, le bœuf. C'était bon, hein? C'était bon, j'avais presque fini ton... Ouais, je sais, t'étais comme, c'est bon, mais je l'avais amené là-bas, je savais que, tu sais, en allant à la soirée ensemble, j'étais comme, je sais qu'on va avoir faim dans le char, puis je voulais essayer de skipper un peu, manger de la scrap, tu sais, fait que des crudités, des noix, tu sais. Mais quand je le prévois pas dans ma semaine, j'ai pas ces collations-là, et là, je suis dégueu, là. Là, la prod, il faut qu'il rachète des nouveaux pantalons, là, parce que mes pantalons de l'année passée me font plus, genre, pour l'émission. La prod doit t'acheter des nouveaux pantalons? Ouais, pour mon émission Pas plus bête que nous, j'ai des pantalons, j'ai 2 jeans noirs, mais genre, ils me font plus, là. Fait que là... Ah, t'as pris du poids? Oui! Genre, fait que là, il faut qu'ils me rachètent d'autres pants, puis je suis comme, oh my God! Puis je suis vraiment dans une passe où je fais pas attention, je bouge pas assez, puis je mange mal, là. Fait que c'est terrible, là. Fait que, tu sais, moi, tu me parles de ton ramadan, je suis comme, c'est chanceux. J'aurais dû... Si j'avais la discipline un peu plus. Ben, c'est la même chose pour moi quand je suis en tournée, je mange mal, là. Puis aussi, je veux dire, même en période de ramadan, je fais des shows. Donc, forcément, je mange du resto pour casser le jeûne. Ouais. C'est terrible. Dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Non, c'est ça, exact. Donc, ouais. Donc, la meilleure chose, c'est de se faire... Des petits lunchs. Ouais. Mais genre... Techniquement, on a le temps. On le prend pas, man. C'est juste qu'on le prend pas. On le prend pas, là. Tu sais, je veux dire, arrête, là, mon PlayStation est là. Pourquoi, genre? En tant qu'humoriste, on a le temps, tu sais. Ouais. Ouais, mais non. Mais c'est juste qu'on est bon à se trouver des excuses. On est fucking bon. Ça dépend. T'es-tu d'accord avec moi? Tu sais, pour garder même l'analogie de la nourriture, là, mais tu sais, c'est tout le temps comme le festin ou la famille, notre job. Là. Ou bien, on a comme une séquence où on a fuck all. Puis là, on capote, comme ça y est, on m'a oublié, j'existe plus. Ouais. Puis, un moment donné, il y a quelque chose qui rentre et tout rentre en même temps. Ouais. Tu sais, moi, ça me fait tout le temps ça. J'ai genre rien ou tout. Fait que c'est comme, c'est des astis de roches qui ont pas de bon sens avec des semaines que je sais même pas comment je fais pour tout rentrer ce que j'ai à faire dans ma semaine. Puis d'autres semaines où ce que... Je suis comme, j'ai 3 jours où j'ai rien, genre. Fait que là, au lieu d'avancer mes autres projets, que je dis tout le temps que j'ai pas le temps, je vais gosser. Exact, c'est ça. Ouais. Mais ces jours-là, ces journées-là, c'est exposé. Ouais. C'est mes journées-là. Ça me tente tellement pas. Toi, t'es allé jouer à New York l'année passée. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Ouais, mais j'ai pas pu aller jouer à New York. T'es pas allé finalement? Non, j'ai pas pu. Attends, mais j'avais vu ton annonce puis tout. Ouais, l'annonce était là. Bon, ça, il y a les douanes à Trump t'ont pas laissé rentrer? Non. En fait, c'est simple. C'est que c'est un ami à moi qui faisait le show, finalement. Ouais. C'était les gens de l'Union française de New York, exactement, genre, là, tu sais. C'était joué en français à New York. Puis finalement, moi, j'avais quelque chose d'autre. OK. De plus payant ou de plus efficace. De plus important. Ouais. Donc, j'ai dû annuler. Ah, c'est poche. Ouais. Ah, je savais pas que t'avais annulé. J'avais juste vu ton événement passer, puis j'étais comme, le petit salaud, ça va jouer à New York, c'est big shot. Donc, c'est vraiment purement financier. Ouais, non, c'est normal. Puis, c'est ça. C'était vraiment ça. C'est le 8 heures de char versus ce qu'il payait là-bas, versus rester ici pour avoir une bonne gig. Non, mais je comprends, c'est normal. Là. Ouais. Mais j'aurais adoré, c'est un ami à moi qui s'appelle Wari Nichen. Non, mais on le salue. Salut, Wari. Mais il faut qu'il le refasse. C'est trop cool, je pense qu'il va le refaire. Je sais pas. Parce qu'il y avait déjà d'autres comiques là-bas. Ouais, je sais qu'il y a Daniel Tirado qui le fait. Mais sinon, c'est des comiques français. Qui habitent à New York, ouais, c'est ça. New York. Exact. Donc, il y avait... Je sais que là, il y avait moi, il y avait Daniel Tirado, moi, Jason Brokers, qui était un humoriste français. Ouais, qui, lui, était de passage ici? Exactement, il était de passage ici, puis après ça, il partait à New York. Puis, il y avait un humoriste américain qui parlait français. OK. Oh, wow. Ouais. Puis, tu avais Wari Nichen, qui est français, mais qui habite à New York. OK. Qui habite des fois à New York. C'est quoi le show que tu es le plus fier d'avoir fait, mettons? Le show... C'est dur parce qu'il y en a des fois plusieurs, ou des fois... Mais ouais. Plein. Pour plein de raisons, là, mais tu sais, mettons... plein, je te jure, je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas comment... Il y en a plein. Je suis vraiment content. Mais c'est dur à dire. Je peux te nommer ceux qui m'ont marqué. Tu sais, dernièrement, il y a eu le show Extremis du show de Anna Sassouna. Ouais. Peux-tu expliquer c'est quoi? Parce que je suis pas sûr que tous les auditeurs savent c'est quoi le show des Extremis. Le show Extremis, c'est un show qui passe à qui a passé à l'Olympia, puis je pense qu'il va être à Juste pour rire cet été. Au début, c'était à ZooFest, cette affaire-là, je pense. C'était au ZooFest en 2017. Oui, exactement. 2017, ça a fait fureur, c'était super bon. Ouais. Puis après ça, il a décidé de le refaire. Ils ont décidé de le refaire en septembre. C'est Anas qui organise ça. Exactement, le 11 septembre
À l'Olympia. Parce que c'était les 10 ans Exactement. C'était un très, très bon show. Le show était plein. Non, pas les 10 ans, les 15 ans, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Les 15 ans, c'est 2001, le 11 septembre? Oui, c'est ça, exact. C'était les 15 ans? Non. C'était quoi, non? Non, on a célébré les 18 ans. Oui, voilà, c'est ça. C'était les 18 ans qu'on célébrait cette année. 19 moins 1, Jérémy. Ouais, ok, c'est bon. C'était les 18 ans sur World Trade Center, c'est ça, exact. Fait que vous avez fait le show là. Exactement. Puis ce show-là traite, dans le fond, de l'extrémisme en général. Exactement. Ok, ouais. Mais c'est pas seulement sur l'extrémisme du terrorisme. C'est pas seulement sur ça. C'est vraiment l'extrémisme en général. Donc, ça peut être le véganisme. Ça peut être, bref. Oui, etc. Sexuel ou name it, là, ça peut être exactement. Puis je me rappelle, j'avais écrit un numéro là-dessus. Je me suis dit, tu sais quoi, je l'ai même pas testé le numéro. J'ai vraiment travaillé sur ce numéro-là. Pour ça, c'était comme un ouais, j'avais un gag, vraiment, c'était la Révolution tranquille, tu sais. Puis je me suis dit, je vais travailler là-dessus. T'as écrit un numéro sur la Révolution tranquille? Oui, exactement. Ah, c'est vrai. Puis ça s'est super bien passé. Puis là, j'ai vraiment été fier. Ouais. C'était comme un défi d'écriture? Oui, c'était un défi d'écriture. Puis surtout devant un public qu'ils ont payé. Ouais. Dans un cadre... qui est quand même assez prestigieux. Genre, l'Olympia, c'est grand. C'est une belle, grosse Puis tu peux pas te planter, là, tu sais. Surtout, mais non. Les autres humoristes sont là, puis sont prêts, eux autres. Sont rodés, donc je devais être prêt. Donc là, je te dirais, je suis fier. C'est devant un public... J'ai eu des très, très bonnes critiques. Puis ça s'est super bien passé. Puis c'est un public qui est quand même niché, dans le sens qu'ils viennent voir un show qui s'appelle Extrémiste. C'est des gens qui sont probablement un peu aware de ce qui se passe. C'est pas n'importe qui va juste voir de l'humour nécessairement. En fait, le nom, je pense que tout le monde, quand tu rentres dans ce contexte-là, tu comprends qu'on va parler de ça. Fait que forcément, ils sont mindés à se dire, OK, on comprend. Mais ma question, c'est, mettons, les gens qui vont voir de l'humour en général, pour voir de l'humour en général, peuvent venir voir ce show-là puis avoir du fun pareil. Mais la fois, c'est qu'est-ce que tu penses que ce show-là attire aussi des gens qui vont pas nécessairement voir de l'humour en général, mais là, ils font, bon, enfin, ils parlent des vraies affaires, puis ils vont venir voir ce show-là. Je pense que oui. Il y a un peu ces gens-là dans la salle aussi, tu sais. Je pense que oui. Tu vois-tu une différence? Parce que maintenant, tu sais, comme l'humour, ma question va être très, très vaste. L'humour a de plus en plus de spectre et avant, plus t'étais large, plus tu ratissais large, plus t'étais comme le ou la humoriste du moment, dans le sens que tout le monde aimait ce que tu faisais. Puis maintenant, avec la Netflixisation de la culture, mettons, avec des trucs qui te sont recommandés selon tes goûts, on dirait que plus ça va, plus les niches fonctionnent, dans le sens que plus tu es un humoriste avec des paramètres précis, plus que tu vas avoir une fidélisation d'une clientèle qui aime vraiment ce que tu fais. On est plus là plutôt que... Fait que l'idée, c'est que... Est-ce que tu considères que, mettons, ce spectacle-là va chercher un type de clientèle plutôt que qui irait peut-être pas voir d'humour en général, mettons, mais qui viennent parce que c'est ça? C'est sûr que ça va chercher un type de clientèle parce que là, on parle de sujets super lourds, tu sais. Ouais. Mais je pense que ce que les gens aiment de ce genre de sujet, c'est qu'on parle de sujets super lourds. On marche vous riez de ça, ouais. On rit de ça. Ouais. On dédramatise une certaine situation. Donc oui, forcément, c'est sûr et certain qu'on va croiser des gens qui se disent « Ah, ben, tu sais, moi, j'ai jamais regardé de l'humour, mais ça m'intéresse. Ouais. » Surtout aussi, il y a des gens issus de la communauté musulmane qui se disent « Ah, ben, moi, ça vient me chercher. Ça me touche, ça me touche, faut que j'y aille. » Ceux qui ont peur, justement, ceux qui ils se disent « Ah, ben, ça me fait peur, les extrémistes. » Ou tu sais quoi, ben, on va aller voir le show. On va aller voir le show, peut-être tu vas nous apprendre quelque chose. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça vient chercher une émotion par rapport à ce sujet-là. Je pense que ça attire ce genre de personnes-là. Qui est le fléau de notre époque. Exactement. L'extrémisme. On parle pas nécessairement de religion, de terrorisme, juste de l'extrémisme en général. Exactement. Ouais, le monde qui sont trop into quelque chose. Ouais. Tu sais. Mais je te dirais que ce show-là, j'étais vraiment fier. Parce que j'avais écrit un truc sur le moment. J'avais testé 2-3 fois. Puis la veille, je l'avais testé à l'Abreuvoir. Ça n'a pas bien été? Ça n'a pas bien été. Ah non! Mais j'y croyais tellement. J'y croyais tellement. Je l'ai testé
à des amis, je l'ai écrit, je l'ai pratiqué, j'ai travaillé mon intention. Ouais. Puis je suis arrivé, puis ça s'est super bien passé. Parce que tu as comme découvert le numéro en même temps que tout le monde. Genre, c'est comme, les rires sont là, ouais, tu t'émerveilles toi-même de ton... Ouais, ça c'est le fun quand ça arrive. Mais tu sais, c'est sûr et certain que je suis arrivé avec des gags plus rodés au début. J'ai eu directement la connexion avec le public. Ouais, pour te mettre les quand je les ai amenés là, ça m'a tellement fait plaisir que ça allait fonctionner, tu vois. Après ça, j'ai tenté de le tester ailleurs. Ça n'a pas fonctionné. Il y a des numéros comme ça, que c'est pas... Ouais, mais comme, c'est là que tu dis, mais ça, c'est un numéro niché. Ouais, c'est un numéro qui était fait pour ce show-là. Ou que tu peux le faire dans ton show, mettons, à toi, après plusieurs minutes, mettons. Si tu fais une demi-heure, tu peux le mettre dans le milieu, genre? Je sais pas. Là, là, il est là, ce numéro. Je t'ai jamais vu faire de numéros sur la révolution. C'est pour ça que je connais beaucoup de ton stock, mais celle-là, je suis comme, je suis surpris. Ouais, mais ça, j'étais fier. J'étais vraiment fier. De quoi tu parles sur la Révolution tranquille? C'est quoi les thèmes que tu abordes? De quoi tu parles? En fait, c'est que je me suis dit, c'est sûr certain que tout le monde va défendre, qui va être contre l'extrémisme. Puis moi, je me suis dit, je vais défendre l'extrémisme. Tu sais. Ouais. Je me suis dit, mais tu sais, des fois, c'est bon d'être extrémiste. Je pense qu'il faut parfois être extrémiste dans la vie. OK. T'sais, être révolutionnaire ou être extrémiste? Être révolutionnaire, c'est être extrémiste à quelque part. Tu n'as pas le choix d'être extrémiste si tu veux quelque chose. Par exemple, si tu veux un pays, une révolution tranquille, excuse-moi, mais... Ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Je vois l'angle. Et là, je posais la question au public. Je dis, genre, qui est, par exemple, qui est souverainiste? Puis tu avais du monde qui applaudissait. Je dis, OK... Qui est prêt à mourir pour le Québec? Et là, le malaise qu'il y a eu, il y a eu un gros rire. Personne n'était prêt, forcément, à mourir pour le Québec. Probablement une ou deux personnes qui clapent parce qu'ils sont lourds ou parce qu'ils veulent être drôles, mais effectivement, je comprends. Mais en Algérie, tu sais, il y a eu 1 500 000 de morts pour l'indépendance de l'Algérie, tu sais. Et c'est ça que j'avais dit, tu sais. Mais la Révolution américaine aussi, genre, je veux dire, la Révolution française, je veux dire, comme... Faut être prêt à mourir. Ben oui, c'est ça. Faut être prêt à mourir. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il faut être extrême. Mais il faut apprendre à arrêter d'être extrême. C'est clair. Tu sais, quand tout va bien, calme-toi. Ça va. Ouais. Mais faut pas non plus que tu t'endormes. C'est aussi le danger, tu sais. Puis je pense que plus ça va, plus là, on est en train de basculer vers des États de plus en plus de droite. Il y a une montée de l'extrême droite vraiment beaucoup en Occident. Puis on la banalise souvent en faisant « Ben là, c'est pas de l'extrême droite. Attends, tu sais, je pense que les gens, quand ils voyaient monter, tu sais, l'extrême droite, il y a, mettons, 50, 70 ans, mettons, ils faisaient pas nécessairement comme « Ah, c'est pas de l'extrême droite. » T'es dedans, tu le sens moins, mais il y a des discours haineux, il y a beaucoup de choses qui montent de plus en plus, puis c'est comme... On le banalise encore au lieu d'avoir peur, tu sais, parce qu'on va toujours préférer le confort de « Mais non, c'est correct. » Tu sais, c'est toujours plus facile parce que c'est moins inconfortant, c'est moins dérangeant que de faire « Ah non, fuck it, je me lève debout puis je m'en vais crier. » Surtout qu'on est dans un système de confort. On est dans un système où on veut pas perdre notre loyer, on a des dettes à payer, ce qui est normal. Ben c'est logique. Mais on a tous embarqué là-dedans. On est né dans ça. On est né dans ça. Ce qui est vraiment terrible, tu sais, le système de crédit, c'est terrible, tu sais, on vit endetté, tu sais, on a des maisons, il faut payer. Avant, tu économisais pour quelque chose, là, maintenant, on le prend tout de suite et on le paye après. En fait. Exactement. Tu sais, il faut payer ça. Tu peux pas te permettre, tu veux rester dans ton confort, tu veux avoir une maison, tu as une famille, tu veux que ton enfant vive bien, grandisse bien. C'est ça, donc... Tu veux pas te battre. Non, mais tu veux pas. Tu veux pas te battre pour un pays. Mais c'est comme on disait tantôt. Ce qui est normal, tu sais, ce qui est tout à fait normal, surtout à notre époque où maintenant on est ailleurs. Là. On aimerait ça vivre sur une ferme, faire nos trucs, mais en même temps on veut pas sacrifier le confort, puis on n'a pas le temps. Tu sais, c'est comme. Exact. C'est ça, exact. On voudrait avoir une boucle. Non, mais c'est vrai, mais ça revient tout le temps. On voudrait être plus proche des produits qu'on mange ou qu'on consomme. On voudrait être plus, tu sais, zéro déchet ou plus en connexion avec les choses, mais en même temps, on veut quand même pouvoir faire un 5 à 7, puis on veut quand même pouvoir, tu sais, c'est ça, c'est... À un moment donné, il faut que tu sacrifies certaines choses, mais moi ce que je trouve extrême, c'est les gens qui disent de tout abandonner ça. Tu sais, je suis comme, ça marche pas, là. Et moi, c'est fou. Moi, pendant 1 an, j'avais pas de téléphone. Aucun téléphone. Aucun. C'était Bill Murray, là. J'ai brisé, mon téléphone s'est brisé. Puis... j'ai pas remis de ligne. Puis j'avais communiqué avec toi comment sur Internet? Sur Facebook ou... Puis tu sais, j'avais un téléphone avec moi, tu sais, quand j'avais le Wi-Fi. OK, ouais. Ou j'avais mon iPad ou mon ordi, mais j'avais pas de téléphone ou je répondais par courriel. Pendant 1 an, j'ai fait ça.
Puis j'avais besoin au début d'un téléphone. Moi, pour moi, c'était genre, j'étais tout le temps, j'étais accro à mon téléphone. Ouais. Vraiment, j'étais accro à mon téléphone. Toujours sur ton cell. C'est le démon, là, le téléphone, tu vois. Et là, j'ai arrêté pendant 1 an et ça m'a vraiment fait du bien. Je te jure, j'en avais plus de besoin. Puis c'était rendu que c'était les autres qui en avaient plus besoin pour moi. Ouais, qui voulaient te rejoindre. Ouais, les gens étaient énervés parce que c'est eux qui avaient Tu répondais pas, ouais, c'est ça. Non, je répondais, c'est juste que eux ils étaient comme, mais pourquoi t'as pas de téléphone? Genre, on peut pas te rejoindre n'importe où? J'ai dit, oui, mais contacte-moi, ouais, il faut un téléphone. Mais non, mais il faut que tu aies un téléphone, si, texte-moi. Mais... Ouais, mais écris-moi sur Facebook. Bon, tu me répondras pas tout de suite. Tu me répondre quand je vais à le temps. Je suis pas rendu à te parler, là, je fais des choses. Ouais. Et là, je me suis acheté un téléphone. T'es revenu... tombé. iPhone X. Ah ouais, pour vrai? Je suis tellement rendu accro. Montre-moi dans ça, ton gros téléphone. C'est terrible. Wow, il est gros. C'est dégueulasse. T'es retombé dedans, là, Candy Crush and shit, là, genre. Ouais, là, j'ai pas téléchargé Candy Crush. Non? Mais j'ai Netflix. OK. Ah donc, ouais, je regarde Netflix sur mon téléphone. Avoue que cette phrase était absurde, hein? Ah ouais. Tu sais, genre au Moyen-Âge... Pas au Moyen-Âge, mais dans les années 50, je vais regarder un film sur mon téléphone. Non, mais juste... Hein? Quoi? Hein? Quoi? Regarder un film avec toi? Mais juste quand moi j'ai travaillé... Mais non, je sais. Comme phrase. Mais des fois, je raconte des anecdotes de job. Tu sais, moi, mettons, 2002 ou 2003, mettons, à 2011, je pense, j'ai travaillé comme agent de sécurité. Puis, tu sais, tout le monde est comme, tu devais checker des vidéos des films sur ton cell. Je suis comme, t'as-tu compris de 2003 à 2011, genre? Il y avait pas ça, là, un téléphone avec les premiers iPhones, c'est comme 2010 autour de ça. Je sais pas exactement la date, mais c'est pas tout le monde qui avait des téléphones intelligents. Juste dans les années 90, tu pouvais pas dire cette phrase. Non, fait que là, t'avais un lecteur DVD portatif, espèce de petite boîte là, qui ouvrait, mais c'était gros que le calice, puis le son était mauvais, puis tu sais, mais il fallait que tu traînes ça, puis fallait que tu le plugues d'un mur, il n'y avait pas de batterie pour cette affaire-là, ou s'il y avait des batteries, ça les bouffait, mais tu sais. Fait que je suis comme, non, je lisais des livres. C'est comment c'est fucked up? Je faisais mes devoirs au cégep, puis je lisais des livres. Ça, je faisais, tu sais. Mais c'est weird, puis tu sais, où je faisais des sudoku, où je faisais des mots croisés, mais je veux dire, il y a cette espèce d'occupation-là, de temps que je faisais autrement, qu'aujourd'hui, je suis désemparé quand j'oublie mon téléphone. C'est clair. Je l'oublie, je suis comme fuck. Puis à un moment donné, je fais Jay, c'est correct, c'est pas grave, t'as quelque chose à faire, fais ces choses-là. Puis au pire, tu rentreras chez toi et tu apprendras que ta famille est morte, mais tu as un sourcil. Genre, tu seras pas là. Mais quand c'est rendu que ton téléphone coûte 1000... Ah, c'est cher, hein? C'est fou quand même. Moi, je prends tout le temps le téléphone qui te donne de base. Moi, en fait, tant que c'est un iPhone, tant que c'est Apple, en fait. Je travaille sur un MacBook, tout est synchronisé avec Apple chez nous, fait que ce serait comme je pense que le bordel sinon. Qu'ils imposent sur les téléphones. C'est même plus des téléphones, c'est des ordinateurs. C'est des micro-ordinateurs, c'est ce que c'est. C'est terrible, frère, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Mais en même temps, c'est utile. En fait, ils ont créé le besoin. C'est ça, on est dans un système de confort, on nous a créé des besoins. Mais la vie est faite en fonction d'eux aussi, tu sais. Je veux dire, à l'époque, si t'avais pas de cheval, t'étais baisé. Fait que tu puisses te déplacer si t'avais besoin de te déplacer, ça te prenait un cheval, tu sais. Fait que comme aujourd'hui, ça te prend un moyen de transport. Fait que c'est dans un centre urbain, c'est chill, t'as le transport en commun, mais sinon, t'as besoin d'un char. C'est le cheval moderne, t'as besoin d'un moyen de transport. Tu sais, t'avais besoin de pouvoir communiquer d'une certaine façon à un moment donné. Fait que c'était comme, ou bien t'avais une adresse postale, ou t'avais un dactylo, ou un crayon, tu sais. C'est juste, la société est fondée en fonction des besoins, des moyens qu'on a, mais on n'est pas plus heureux qu'à l'époque. Puis, tu sais, je veux dire, dans le futur, les gens ne seront pas plus heureux ou malheureux que nous. Ils vont être heureux ou malheureux selon leurs conditions, je pense. Là, je pense pas qu'on... Le fait d'avoir plus de technologie nous amène d'autres soucis, mais d'autres conforts. Ben, je pense qu'on est dans une époque où tout se passe dans la tête. Tous nos problèmes, nos fatigues se passent dans la tête. Donc, tu sais, juste un téléphone, par exemple, quand on regarde notre tête, tu sais, je veux dire, je sais pas comment t'expliquer, toutes les technologies, tout ce qui a été créé en ce moment a été en fonction pour se dire, OK, ben, c'est pour le besoin de... Hey, man. J'arrive. Le manque de sucre, là. Le manque de sucre au cerveau, là. Non, mais... On va prendre une pause le temps que Reda réfléchisse. Non, mais... Genre, tout est en fonction du besoin de l'être humain, tu sais. Si, mettons, une voiture, c'est pour ne pas marcher. Tu sais, c'est pour aller plus vite à un endroit, d'un point A à un point Z. Tu comprends? Fait que, tu sais, forcément, on marche moins, on est moins fatigué, tu comprends? Oui. Peu
Fait qu'on est plus obèse, on est moins... Non, mais c'est vrai, on est moins cardiaque, on a... Mais tout est dans la tête, non? Tout est... Et cérébral, en fait. Tout est cérébral. On est dans une période qui est très, très, très cérébrale où le cerveau bouge énormement. Puis ça fait aussi, je trouve qu'il y a un clivage entre les gens qui sont plus manuels et les gens qui sont plus cérébrales. Tu sais, les gens que je connais qui sont plus cérébrales vont rire, mettons, des DEP ou rire un peu de... Tu sais, des fois, ils vont se moquer un peu de « Ouais, mais pas malin, tu sais. » Puis, alors que ta gueule, man, t'es pas capable de faire la moitié de ce que ce personne est capable de faire avec ses mains, tu sais, ou, tu sais, c'est juste un autre type d'intelligence, là, tu sais. Il existe 9 types d'intelligence, tu sais, ou même peut-être d'autres qu'on n'a pas encore découvert. Puis de l'autre côté, aussi, j'entends l'autre discours de... Les gens plus de métier qui vont faire comme Chiclé, l'autre comment est-ce qu'il parle, il se prend pour qui. Puis il y a une espèce de mépris des gens instruits aussi. Dans les deux sens, en fait, on revient à l'extrémisme, là. Mais genre, tu sais, dans le sens que... Non, man, les deux sont fucked up. Les deux sont super importants, tu sais. On a besoin des deux, là. Tu sais, qui a conçu, tu penses, ta drill? Puis qui est capable de faire la maison où tu habites, où tu as fait ton université, tu sais, je veux dire, c'est comme une espèce de cohabitation des deux. On a besoin des deux, mais le problème, c'est que c'est le déséquilibre. Il faut avoir un équilibre des deux, justement. Ouais. C'est le déséquilibre qui est... Dans ta vie, tu parles, mettons, comme toi, comme individu, genre? Ouais, toi, en tant qu'individu, mais c'est vrai que toi, tu parles... Il faut le gars qui est plus cérébral versus... Mais c'est pour moi, il faut les deux extrêmes, exactement. Ouais, mais en tant que individu, toi, personnel, il faut que tu aies les deux. Je pense qu'il faut que tu aies un côté très manuel, puis un côté très cérébral, puis très... Tu trouves-tu que tu perds des acquis en vieillissant? Je pense que oui. Je pense qu'on perd des acquis. Des fois, je suis comme, oh mon Dieu, man, j'ai oublié comment faire ça, ou, tu sais, ou... autant que je trouve que je me perfectionne dans certaines choses, autant que je suis comme, oh mon Dieu, man, il faudrait que je recommence à faire ça, parce que... Tu sais... Ben, moi, par exemple, je suis à fond dans l'humour. Donc, il y a tellement de choses. Maintenant, je suis tellement plus manuel. Là, je suis pas... Non, pas du tout, non? Je le suis. Mais avant, je l'étais. Mais maintenant, oublie, là. Ah ouais, pas vrai? Ouais. À ce point-là? Ouais. Mais c'est parce que pendant trop longtemps, je me suis concentré sur une chose. Ouais, sur écrire des blagues. Quand tu te concentres sur une chose pendant très longtemps, forcément, tu fais que ça, puis tu oublies. Les autres, on se spécialise, puis on devient moins polyvalent. Exactement. Je pense qu'il faut être équilibré. Faut être capable d'aller chercher. Fait qu'il faudrait faire de la formation continue de choses utiles, mettons, dans notre vie. Ouais. Genre, il faudrait faire un espèce de séminaire de genre comment changer les pneus, changer l'huile, ou tu sais, je dis ça, ou n'importe quoi d'autre, mais tu sais. Ouais, ok. Moi, je pense que. Moi, j'ai pas de voiture. Non, Mais si j'avais une voiture directe, je vais pas au garage, je vais tout apprendre. Ah ouais, Je vais tout apprendre. Moi, j'ai tellement brisé de choses comme ça que j'ai décidé que plus jamais je faisais rien moi-même. J'ai changé des robinets de ma douche, OK? Ouais. Ça a créé une infiltration d'eau dans le mur sur 1 an et demi, ce qui fait qu'il a fallu que je rénove comme ma salle de bain. Ça m'a coûté 13 000 parce que les murs étaient comme moisis, puis là, il a fallu que je change une solive. Là. Ça coûte une fortune parce que j'ai mal changé un robinet. Je sais pas ce que j'ai fait, tabarnak. Ouais. Mais tu sais, comme... Fait que moi, je me trosse plus avec les Renault. C'est pour vrai, le monde qui écoute le podcast m'entend souvent parler de ça. Je me trosse plus, fuck all. Genre, moi, je fais du bricolage, moi, du cure-pipe, OK, la colle chaude, c'est chill. Ouais. Mais genre, je me fais tellement pas confiance parce que, justement, ça m'a tellement coûté cher. Juste pour moi, c'était comme, je dévisse ça, je regarde comment c'est fait. Bon, on va poser l'autre à peu près pareil, mettre du téflon, pas que ça... Moi, dans ma tête, c'était réglé, genre. Mais visiblement, il y a quelque chose que j'ai... Puis tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi, il faut pas usurper la compétence de quelqu'un. C'est les gens qui font ça, ils ont étudié pour faire ça, là. Moi, je peux pas juste checker sa boîte, faire poc, poc, poc. Mais ouais, non, ça m'a comme marqué. Fait que moi, je veux plus, genre, tu sais. Moi, c'est le contraire, je veux plus faire de choses... Ça me fâche parce que moi c'est le contraire. Moi je veux. Ouais. Moi j'ai envie d'apprendre. Mais t'irais-tu comme étudier ou du moins prendre des cours, quelqu'un te le montre, ou toi tu dirais je vais devenir autodidacte, let's go, je me lance? Non, moi je veux être autodidacte, je veux me lancer, mais je veux apprendre, je veux lire des livres par rapport à ça. T'sais. Moi par exemple, regarde, je te donne un exemple. Je veux apprendre à monter des vidéos. Faire du montage. Faire du montage vidéo. Ouais. Je veux apprendre ça. Ben à la place, tu peux dire Jay, veux-tu me montrer, non? Ah, je pourrais. Ben, oui, je pourrais. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Viens, on va faire du montage, non? Effectivement. Mais c'est un truc que j'aimerais apprendre. Tu sais. Ouais. C'est sûr, oui, ça c'est sûr et certain. Mais ton plan, c'était quoi? Ton plan, c'était de checker des vidéos sur Internet, des tutoriels, d'y aller étape par étape? Oui, c'est de regarder, de lire, d'aller voir des amis, leur poser des questions, comment ça fonctionne, tu sais.
apprendre par moi-même, tu sais, de jouer avec le programme, tu sais. Mais ta première étape, c'est toujours par toi-même. Ouais. OK. Ça, c'est un truc que j'aimerais. Parce que pendant longtemps, tu sais, comme je te dis, tu sais, quand tu te concentres sur un truc, moi, je me suis concentré sur la scène. T'as pas fait l'école de l'humour, justement. Non, j'ai pas fait l'école de l'humour. T'as tout appris tout seul. T'sais. Exactement. J'ai pas fait l'école nationale de l'humour, donc j'ai fait la scène. Je me suis concentré pendant très longtemps sur la scène. Puis ben, là, tu as eu le fléau des réseaux sociaux qui est arrivé. Le fléau des réseaux sociaux, j'aime ça. C'est un bon type. Ben effectivement, tu sais, faut suivre la vague, on n'a pas le choix, tu sais. Ouais. Puis, mais moi, je suis pas bon en montage vidéo. Je sais écrire des idées drôles. Je peux concevoir quelque chose de drôle, un sketch. Je peux faire ça. Mais de mettre ça en vidéo, oublie. Tu comprends? Ouais. Ben, je peux pas tout le temps demander à quelqu'un de le faire, tu sais. Parce qu'à un moment donné, t'es comme, c'est chiant parce que je pourrais peut-être pas te payer tant que ça. Ou à un moment donné, c'est fatigant tout à demander des services aux gens. Ouais. Exactement. Donc, il faut que j'apprenne par moi-même. Donc, j'ai pas le choix, tu sais. Donc là, j'en suis là. Tu sais, j'aimerais ça vraiment être capable de monter quelque chose de vraiment bien, puis de filmer un truc par moi-même, puis... C'est beaucoup d'étapes, en fait. Parce que le montage, c'est une chose, filmer, c'est une chose, même l'éclairage, la direction photo, c'est une autre chose. Toi, est-ce que tu fais du montage? Oui. OK. Ben, en fait, là, en ce moment, à l'entrevue, non, mais je veux dire, dans le sens que je vais juste toute la mettre d'attitude à un bloc. Tu mais fais je genre, faire t'as du ton montage, générique, t'as toi qui parle, après ça, tu fais le montage. Ouais, mais je peux monter des choses beaucoup plus complexes que ça. Là, okay. Mais je peux faire du green screen, je peux faire, tu sais... OK, mais toi, t'es capable. Okay. Ben, j'ai appris moi aussi comme toi, genre, mais sauf que moi, quelqu'un m'a comme initié au départ, tu sais, m'a montré, tu sais, moi aussi Justin Tachereau qui nous a donné des cours de montage à l'école de l'humour. Ouais, je l'avais fait un peu au cégep. Fait que j'aurais dû faire l'école nationale de l'humour. Non, mais non, tu vas pas rencontrer Justin Tachereau, c'est un solide enfoiré. Ouais. Il a volé un de nos concepts qu'on développait à l'école. T'es sérieux? Ah, ouais. Shit. Ouais, non, c'est un esti d'asshole. Justin Tachereau a pris carrément une idée, un devoir de ses élèves là, qu'on faisait dans un cours, là. Puis là, il est allé travailler sur un autre projet. Puis il a comme, tu sais, on a regardé le projet, puis on était comme, hey, c'est notre idée. Puis après ça, tout le long qu'on regardait le truc, t'es comme, hey, il y a même de nos gars qui est dedans. Puis après ça, on regarde c'est qui est sa script édition, Justin Tachereau, t'es comme, ah ouais. Fait qu'on a montré ça à Louise Richer, il a jamais remis les pieds à l'ANH. Mais tu sais, c'est frustrant, là. Mais tellement frustrant de te faire voler par ton prof. Puis moi, je capotais, j'étais comme, c'est fucking Justin Tachereau, là. Tu sais, je veux dire, je regardais les Bleu Poudre quand j'étais petit, là. J'étais comme, je connais ce monsieur-là, là. Tu sais, j'ai grandi en le regardant. Ça va être mon prof, il me vole. Tu sais, puis il était fin, là. Il était cool, là. Fait que j'étais vraiment fâché. T'es pas sérieux. Ouais, je sais. Mais tu sais, dans ce milieu-là, c'est le même, là. Ça se peut tout le temps que ça arrive. Tu sais juste jamais quand est-ce que quelqu'un va comme te voler tes shit. Ah, c'est terrible, hein. Ouais, mais tout ça pour dire que lui, il m'avait montré comment, tu sais. Comme là, moi, je veux... Tu sais, j'ai mon podcast, j'ai mon site internet qui est fait avec WordPress, que quelqu'un m'a fait me montrer comment ça marche. Fait que moi, je peux, à chaque semaine, créer un nouvel article, puis uploader, genre, mon podcast dessus, puis tout ça. Mais là, j'ai acheté le domaine jérémylarouche.com. Là, j'ai envie d'avoir un site internet, mettre des dates de show dedans, tu sais. Puis là, j'ai trouvé des sites comme Wix ou comme Squarespace. Puis tu sais, t'as déjà des presets, puis ça va, mais là, je suis pas à l'aise parce que je suis comme pas capable de pouvoir rentrer dedans la billetterie, mettons, pour les billets pour ma tournée que je vais faire à partir de l'automne. Fait que là, je chercherais quelqu'un qui me montrerait, mettons, comment faire ça. Juste me montrer comment je peux l'updater après, genre, tu sais, fait que moi, j'ai comme besoin de quelqu'un parce que ça fait une semaine que je check des blogs puis des tutoriels puis ils parlent dans un jargon comme s'il fallait déjà que tu connaisses plein de choses que je connais pas puis c'est compliqué de rentrer du codage puis, tu sais, je sais pas coder HTML puis tout ça. Fait que je suis un peu fourré. J'aimerais ça quelqu'un juste qui me start, tu sais, qu'après ça, je fais... Montre-moi la base, puis je vais jouer dedans. C'est tout ça Photoshop aussi. J'ai eu un cours de Photoshop, j'ai ça à la base, puis après ça, je peux faire plein de choses dans Photoshop, tu sais. Moi, j'aime beaucoup laisser erreur. Je pense que ma vie est basée sur ça. Ouais? Mais t'es pas fâché par la perte de temps, genre de... Je dérange pas les erreurs, mais je veux au moins savoir c'est tellement bénéfique. Là. Moi, je trouve ça tellement cool parce que je me dis, à chaque fois que je commence quelque chose que je connais pas, je me dis... Je vais arriver. T'avoir mon esti. Ouais. Je vais y arriver. Ouais. Je vais y arriver. Ouais, mais quand puis tu là, sais pas qu'est-ce que tu fais. Dur. Oui, je le sais. Mais quand tu sais ce que tu fais après, tu sais, c'est comme quand tu cours après ta poule. Ouais, mais arrête de faire des herculiens, là. Non, mais c'est parce que là. Mais tu sais que tu vas l'avoir, puis quand tu l'as, t'es fier. T'sais. Ouais, mais tu sais que tu cours après une poule. Puis tu sais que t'as un arme pour courir après. Moi, je te parle de pas savoir c'est quoi un animal, puis pas savoir c'est quoi des armes, là. Genre, moi, je regarde ça, là, je sais pas ce qu'il y a devant moi. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai beau cliquer, je
Mais je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai. Par où je commence, tu sais. Comme là, là, en ce moment, je fais beaucoup d'essais-erreurs. Et là, je trouve ça fucking dur. Ouais. Fait que là, je vais rencontrer un ami juste la semaine prochaine. Tu relis? Non, mais Rolly, il m'aide beaucoup. Il m'aide beaucoup dans les vidéos. Genre, je pose plein de questions. On le salue. Rolly Assal, qui est excellent. Rolly, qui a gagné des Gelis l'année passée, d'ailleurs. Il est excellent. Qui est excellent humoriste et réalisateur. Ouais. Mais oui, Rolly, je lui pose plein de questions. Maintenant, c'est un autre ami avec qui, lui, il fait ça dans la vie. Il s'appelle Pierre, puis il va juste me montrer comment ça fonctionne, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, juste, gaffe, dis-moi c'est quoi la base, puis pour ça je jazzerai puis je chercherai, tu sais, c'est ça qui est... Mais il y a quelque chose de cool, effectivement, comme tu dis, dans l'autodidacte, dans le côté de, genre, j'ai développé ça, puis je suis rendu là parce que, tu sais... Puis toi, t'es quelqu'un qui a aussi pas fait les choses un peu comme tout le monde, je pense que t'es comme, tu sais... À un moment donné, t'étais en résidence de création au Théâtre Sainte-Catherine. T'es un des premiers que j'ai vu faire ça. Résidence? T'étais en résidence au Théâtre Sainte-Catherine, mais c'est ça que tu disais, tu sais, puis je veux dire, t'avais des shows une fois... Tu sais, genre, par mois, c'est-tu au mois? Une fois par mois, ouais. Tu faisais 1 heure? Ben, au début, je faisais les C'est ça comédie, donc c'était un show avec plusieurs invités. Je pense que tu es déjà venu jouer. Non, je suis jamais venu. Ah non, pour vrai? Je suis venu en anglais une fois au Théâtre Sainte-Catherine, faire un numéro. Effectivement. C'est la seule fois que j'ai joué. Anglais, au show de Danny Drouin. Exactement. J'étais venu jouer mon numéro de bonhomme avec Jésus dans la crèche. Là. Oui, je me rappelle. C'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, en 2013, genre. 2013. Après ça, je faisais... 2014, je faisais C'est ça comédie avec j'invitais. Après ça, je faisais mes 30 minutes. C'était tout le temps une nouvelle demi-heure ou c'était comme une espèce de croque-pot puis tu rajoutais des nouvelles affaires? Exactement. Tu sais, c'était genre des numéros que soit j'améliorais. Tu sais, j'arrivais jamais avec quelque chose. Juste une VR d'une demi-heure de VR. Ouais. C'est soit que j'améliorais, puis... Mais tu sais, des fois, c'était devant 4-5 personnes. Je te dirais que c'est après En route devant mon premier gala en 2013. Ouais. Là, on t'a découvert 2014. Non, c'était au Théâtre Sainte-Catherine? Non, c'était au... Non, c'était pas au Théâtre Sainte-Catherine, c'était au... Non, c'est... Théâtre Plaza. Je fuck mon histoire. J'ai eu 2013. En fait, c'est ça. Après En route vers mon premier gala, genre, je faisais les C'est ça comédie. Après ça, je faisais mes shows. Genre, une fois par mois ou une fois par 6 mois, des fois. Ça dépend, là. OK, ça dépendait de comment toi t'avais... Où je t'ai rendu dans mon processus. Puis des fois, je jouais devais 4-5 personnes parce que je faisais pas énormément de promos, tu sais. Mais j'étais là, je jouais. Ouais, j'avais perdu mon cellulaire. Ah ouais? Mais je jouais, je faisais ça, puis à un moment donné, j'ai juste commencé à remplir ma salle comme ça, tu sais. Ouais. Avec le bouche à oreille. Puis après ça, j'ai commencé à jouer. Un peu partout. Un peu partout. Mais t'as commencé comme ça quand même, au lieu de faire... Moi, je vais faire plein de petits... Tu sais, des 5 minutes puis des 8 minutes dans plein de soirées. Puis à un moment donné, je vais venir faire des demi-heures dans un théâtre. Ouais. Toi, t'as fait des demi-heures dans un théâtre. Puis après ça, t'es allé jouer des 8 minutes ailleurs. C'est vraiment... T'as commencé dans l'autre sens. Ouais, mais parce que... je t'explique. Parce que j'ai pas eu un parcours... Mon Dieu, que je parle mal. T'as pas eu un parcours... un parcours... Non. Mon Dieu, quand j'ai faim, quand on manque de nourriture... Effectivement. Il aurait fallu que tu apprennes ton texte par cure. Par cure! C'est que tu fais d'ailleurs une cure en ce moment. Ouais, une cure. Ouais. Mais ouais, bref, ouais. T'as pas eu un parcours normal, non? Moi, j'ai pas fait l'École nationale de l'humour. Non. J'ai étudié en architecture. Ouais. Je faisais de l'humour à côté. Ouais. Quand j'avais des gigs. Quand t'avais des gigs, ouais. Mais sinon... Après ça, j'ai comme arrêté l'architecture, j'ai continué à faire de l'humour, mais on me bookait jamais, là, tu sais. C'était rare, là. S'il reste un spot, c'est quelqu'un cancelle. Exactement, on me bookait jamais. Ouais. Puis, je faisais le Couscous Comedy Show, une fois par mois. Mais c'est pas d'ailleurs à tous les mois seulement, la soirée? Ouais, mais avant, c'était une fois par semaine. Ah oui? Avant, c'était au Beauport, c'était sur Marianne et Saint-Laurent. Ah, c'était avant qu'ils s'installent au Rialto, là. Ouais. OK. J'ai manqué un bout de bord. Exactement. Donc, moi, je faisais le Couscous Comedy Show. J'étais un des artistes maison du Couscous Comedy Show, mais tu sais, j'étais pas là à toutes les semaines. Des fois, ça arrivait que j'étais plus récurrent, mais non, mais j'étais pas vraiment nécessairement booké souvent. Et après ça, tu as eu En route. Et quand il y a eu En route, en 2013, là, le milieu a commencé à me connaître. Le milieu a fait comme « Hey, il est bon, lui! » Ouais, c'est ça. On me connaissait pas. Ouais, exact. Fait que grâce à ça, je me suis dit, OK, je vais... Tu sais, j'avais pas beaucoup de matériel. Ouais.
c'est l'accumulation de plusieurs matériels que moi, je croyais que c'était... Dans ma tête, c'est bon parce que j'ai joué dans quelques bars, j'ai joué dans quelques comedy clubs. T'avais pas beaucoup de comparants, là? Non, j'avais tellement pas joué, là. Je jouais genre 1 fois par mois ou 2 fois ou 3 fois par mois, là. Maximum, là, le plus de shows que je faisais, c'était 3 fois par mois. OK, puis là, t'étais comme « Oh shit! » Genre, ça se passe. Ouais, mais c'est vrai, au début, t'es comme « Ah, j'en ai plus que... » Je me rappelle, avant, en route, j'avais fait un open mic de slam. Ah oui? En route vers mon premier gala. Ah, pour venir faire ton numéro là, tu sais, comme j'ai besoin d'un spot, puis ton stage time, tu l'as trouvé où tu pouvais. Exactement. Parce que l'Abreuvoir me bookait pas, puis c'est normal, parce qu'il me connaissait pas. Non, exact. Donc j'ai fait ça là, puis après ça, j'ai fait en route. Là, ça a marché. Là, ça a marché. Puis après ça, ben, j'avais pas beaucoup de matériel, donc je devais faire quelque chose. Donc j'ai commencé. Puis tu sais, je savais pas, je sais comment écrire. Maintenant, je sais comment écrire. Mais tu savais pas par où commencer. Je savais pas par où commencer. Donc, je me suis dit, ben, moi, je suis drôle quand je parle avec les gens. Puis quand j'ai des idées, puis je le mets sur scène. Mais go, va sur scène, puis... Tu écriras ce qui est... Fait que tu t'improvisais devant le public ou t'avais des gens qui j'avais des points, j'avais des idées. Tu sais, je me pratiquais avant de monter sur scène. Tu sais, mais j'écrivais jamais. C'était vraiment... J'avais des points, puis je le pratiquais... devant mon miroir, puis dans ma chambre, puis je pratiquais, puis je disais, ah, ça c'est bon. Puis je mettais juste, moi je le notais. Puis t'arrivais devant le public, puis l'énergie du désespoir, l'espèce de peur de mourir sur scène, l'espèce d'urgence faisait que tu sortais des bonnes idées, puis là, tu gardais tes perles. Exactement, puis j'ai appris à bien jouer grâce à ça. Après ça, ben, il est venu l'étape de l'écriture. Mais bref, j'ai commencé à faire des 30 minutes, des 60 minutes, comme ça. Puis c'est comme ça, c'est ça. Je faisais des 30 minutes, puis après ça, je faisais des 8 minutes. Un peu partout. Donc j'étais en résidence au Théâtre Sainte-Catherine, puis je faisais ça. Tu t'offrais à la salle, puis tu pouvais jouer là. Le monde me regardait bizarre, là, les autres humoristes. Mais t'étais complètement ailleurs dans les gens étaient comme, mais qu'est-ce que tu fais? Oui, ben c'est drôle. Là, maintenant, tout le monde fait ça. Mais oui, mais t'étais un précurseur. Mais les modes changent. La game change. Avant, on voulait tout être à ZooFest pour avoir un 30-30 ou avoir peut-être un 60. Puis là, à un moment donné, on se rend compte qu'avec les réseaux sociaux puis nos followers, on est capable de remplir des salles sans avoir besoin de donner une cote à un festival. Fait que là, t'es comme, attends une minute, je vais le faire un peu plus moi-même. Puis après, tu sais, l'idée, comme je disais, la Netflixisation, tu sais, l'espèce de grappe qui, selon les niches, tu sais. Fait que là, t'es comme, ah, mais attends, toute ma gang dans une salle, c'est beaucoup de monde, tu sais. Fait que, ben pourquoi pas? Fait que, tu sais, de te revirer vers tes followers, je vais faire un show pour vous autres, au lieu de faire un show en espérant que quelqu'un vienne. Il y a déjà du monde qui me suivent. Moi, ils gâtent eux autres, puis eux autres vont amener du monde, tu sais. Fait que là, tout le monde commence à faire ça. Fait que là, le monde fait, ah, ben là, je vais me faire un heure, moi aussi. Fait que tout le monde se trouve des salles alternatives parce que c'est encore lisse d'être dans une grosse salle, finalement, tu sais, si je peux avoir une petite salle cool. Puis là, plus ça va, plus le monde font ça. Font 1 heure par mois, font un 30-30 par mois pour tester du stock en plus de, tu sais. Puis là, il y avait, tu sais, moi puis Christine Morancy qui a commencé à faire des shows improvisés. Là, J.D. Stamp fait le Crowdwork Show improvisé. Là, Guillaume Pinot en a fait un. Là, plus ça va, plus j'ai des humoristes qui me jasent, font comme là. Alex Roof en fait un, là, tu sais, en juin. Fait que là, plus ça va, plus du monde, quand j'ai gros, ils font, ah ouais, moi aussi, je ferais bien ça, une soirée où j'improvise pendant 1 heure. Tout le monde commence à, comment tu fais? C'est quoi ta structure? Ben, effectivement, on est tous l'inspiration de quelqu'un. Ben, il s'agit que quelqu'un le fasse, puis que ça a l'air de relativement bien l'aider, que tu fais, ah, moi aussi, je pourrais faire ça, tu sais. Mais moi, on me disait, mais pourquoi tu fais ça, tu sais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ton show au Théâtre Sainte-Catherine? T'as pas de public. Je dis, ben oui, j'ai un public. Ben oui, il y a des gens qui viennent. Ben oui, c'est ça, exact. Grâce à En Route, grâce à plein de choses, j'ai du monde. Donc, je grandis ma communauté comme ça, tu sais. Mais moi, je me rappelle qu'à une certaine époque, on me disait, mais c'est bizarre, pourquoi tu fais ça? Tu vas te planter comme ça. Je me dis, non, je ne vais pas me planter. Mais c'est terrifiant. Tu sais, je n'ai parlé avec Sylvie, là, puis au Minifest cette année, ça va être son premier 60 minutes à vie à Sylvie Tourigny. Ah ouais! Elle n'a jamais fait ça. Elle a déjà fait des compos parce qu'elle faisait comme 1 heure de joke, mais genre, écrire 1 heure, Sylvie n'a jamais fait ça. Et seulement depuis 1 an ou 2, même pas, je pense qu'elle anime une soirée d'humour. Elle n'avait jamais animé de soirée d'humour avant non plus. OK. Avant d'animer une soirée d'humour? Là, elle anime une soirée, une mensuelle, je pense à Brossard ou à Boucherville, puis c'est comme 1 fois par mois. Puis elle n'avait jamais fait ça avant, là. C'est comme, elle faisait d'autres choses, elle faisait des vidéos, elle faisait du Carole, elle a fait des gigs TV, elle a fait plein de cossins.
Mais ça a juste jamais donné, puis elle a jamais comme eu le temps, pris le temps, eu le guts ou whatever. Fait qu'elle est terrifiée, Sylvie. Au Minifest, t'as fait ça. Au Minifest, ça fait 1 heure au jockey. Puis comme, oh my god, il n'y aura pas un esti de chat. Puis tu sais, c'est drôle, là, tu sais. Puis t'es comme, mais non, ça va bien aller, Sylvie. Le gars, oui, sûrement, tu sais. Mais comme, j'aurais pas cru, mettons, que Sylvie Tourigny avait jamais fait 1 heure, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas tout le monde qui est à l'aise. Puis c'est une autre musique aussi, là. Être 1 heure sur un stage, là, c'est long et c'est rapide. Tu sais, c'est long pour plein d'affaires, puis c'est pas beaucoup de temps pour d'autres. Tu sais, c'est weird écrire 1 heure, tu sais. Fait que... Ouais, c'est bizarre. C'est compliqué d'écrire. Ouais, mais ça dépend. C'est ça. Mais c'est terrifiant, puis c'est terrifiant pour d'autres mondes aussi, parce qu'ils font Chris, comment tu fais pour faire ça, tu sais, genre... Moi, je dis au monde, je fais 1h50 d'impro devant le public en stand-up. Ils sont comme, mais t'es fou, Chris? Puis je suis comme, moi, mais non, ça va bien, ça se passe super bien de faire quasiment 2 heures. Le public va. Ça va, j'aurais arrêté avant. Tu vois, c'est quelque chose qui m'inspirait. Mais tu travailles déjà en parlant tout seul chez vous, en notant des affaires. Et si tu le faisais devant des gens qui t'aiment déjà, d'avoir le rire pour. T'as le risque que ça se peut que le public aime pas, tu vois. Oui, mais ils savent, ils viennent voir ça. Ils savent, tu sais, ils savent que je viens de voir un show improvisé. Puis je veux dire, tu sais, c'est comme, ils savent qu'il y a des bouts où tu vas plus parler, puis ils savent qu'il y a des bouts où tu vas puncher. Puis si t'es moindrement peu bon en impro, tu sais. Où tu t'en vas avec? Ben, j'ai un canevas de base. Okay. Dans le sens que je sais où est-ce que je m'en vais parce que j'ai placé une structure, parce que sinon, ce serait juste comme le chaos, tu sais. Mais en même temps, ma structure, des fois, je fais fuck it, je suis inspiré, fait que je l'écouterai pas. Ça dépend ça dépend de ce qui se passe, mais je veux dire, tu sais, chaque spectateur amène un objet. Les autres sont morts de rire, ils amènent un objet, fait qu'ils mettent ça sur une table en avant, puis là, moi, je prends les objets, puis je crowdwork qui amenait ça, pourquoi, c'est quoi, c'était où, là, ça m'inspire des cossins, je passe à une anecdote ou pas, ou des fois, je passe à l'autre objet. Fait que c'est comme plein, tu sais. Puis là, tout le monde est comme out que je prenne son objet, puis je des niaiserais avec. Fait que, tu sais, il y a un bout de crowdwork, il y a un bout, ça me fait penser à, ou, tu sais, j'ai pogné une poche David Steve, puis je me suis mis à parler à quel point les employés sont intenses. Y a-tu eu des moments où ça a été dur, ou un peu plus... Ben, la première, j'avais fait une grosse réaction d'eczéma, genre, j'avais l'eczéma de la tête aux pieds jusqu'à dans les oreilles. Mon corps a fait, d'où tu vas mourir, fais pas ça, c'est dangereux. Mais genre... Ça n'a pas paru sur scène, tu sais, puis j'étais sloppy au début parce que j'étais tellement nerveux que je me suis pas rendu compte que j'avais bu comme 3 pintes de bière avant de monter sur scène. Oh shit, fait que t'étais un peu... Juste un peu la bouche pâteuse, mais tu sais, un peu feeling, tu sais, ça va, j'étais pas sous, mais j'étais comme wow, tu sais. Sauf que l'espèce d'adrénaline a fait en sorte que je passais à travers puis ça a bien été, tu sais. Le deuxième a eu moins de rire, mais le stock était meilleur parce que je pensais plus à qu'est-ce que je veux dire. Puis j'avais comme une liste d'anecdotes que j'étais comme, faudrait que je compte ça maintenant en show. C'était sur le côté. Sauf qu'à la fin, c'est que le public voyait que je regardais comme souvent le cahier. Fait qu'ils ont dû se dire, ouais, il improvise pas tant, c'est juste un peu mollo. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Fait qu'il faut pas non plus qu'eux autres, tu les bernes parce qu'ils viennent voir de l'impro aussi. Ils font, ah non, c'est préparé et c'est si peu drôle, mettons, tu sais. Mais je te dirais que j'ai quasiment autant de rire, une cadence d'autant de rire que quand j'étais en spectacle. Puis qu'est-ce qui te fait le plus triper? Ben les deux, là, ça c'est nouveau, c'est sûr que je capote là-dessus, tu sais. C'est hot. Fait que tu sais, j'ai autant de fun à faire ça que du bon vieux stock rodé comme j'avais fait à la SAR ensemble, où je sais que genre chaque bit est un home run parce que je m'en vais juste faire mon meilleur stock. Autant que j'aime ça comme découvrir, comme tu disais avec les extrémistes, un numéro que t'as jamais vraiment fait, puis là ça marche, puis t'es comme oh, ah, c'est le fun de découvrir avec le public. Tu sors de là puis t'es heureux. Mais ça se peut que ce numéro-là, tu sais, il y a des numéros comme ça où c'est récupérable, il y a des numéros que c'était juste ce moment-là. Ouais. C'est spécial, ça. Ben, moi, c'est mon numéro de la vasectomie, ça a été ça. Il a été bon dans mon show, il est bon quand je fais, mettons, 1 heure, mais sinon, tout seul, je peux pas arriver pour faire comme fait que moi, je suis vasectomisé, le monde fait comme ta gueule. Tu sais, c'est ça, c'est un numéro qui manque tellement d'installation qu'il vit pas tout seul. Il vit dans un show, mais il vit pas tout seul. C'est clair, c'est clair. C'est pour ça, je te demandais, tu sais, comme. Là, on est rendu là. Le vendredi, je fais 1 heure le V1 là, de toutes les shows d'impro. Fait que là, en fin de semaine, on a comme fouillé dans tous les shows qu'on a fait, on a rechecké les tapes, on est comme ça, c'est un bon bit, ça c'est un bon bit, ça c'est un bon bit. Fait que là, cette semaine, il faut que j'écrive ces bits-là plus en stand-up un peu. Puis là, je vais venir les essayer. T'sais. Mais là, ça, c'est terrifiant, ça, par exemple. C'est un truc que j'aimerais tellement réussir à faire parce que moi, ça me prend tellement de réflexion pour écrire un numéro. Là. Je réfléchis là, à chaque détail. Là, pour... Oui, mais t'as l'instinct du comique. Fait que toi, mettons, tu vas aller où sont les rires. Fait que tu fais comme, genre, tu vas sentir qu'il y a une fenêtre là, tu vas y aller. Des fois, ça va être dans le facile, peu importe, mais tu vas toujours aller vers où tu sens qu'il y a un rire. Fait que ça fait écrire plus vite d'une certaine manière. Tu sais, il y a une espèce d'urgence. Puis tu sais, je te dirais qu'il y a au moins la moitié du show que je garde pas. Parce que c'était drôle parce que c'était de l'impro. Tu sais.
mais que je peux pas garder parce qu'au final, ouais, c'est pas si drôle. Des fois, c'est même pas quelque chose qui a marché, mais que je vais garder. Dans le fond, à chaque show, c'est sûr et certain que tu ressors avec un nouveau numéro. Ben, oui, mais moi, c'est plein de bits que je ressors puis que là, je rode après ça en 8 minutes un peu partout dans les soirées. Ben oui. Fait que c'est ça, exact. Puis des fois, c'est comme, j'ai juste fait 3 jokes là-dessus, mais il y a moyen de faire 8. Des fois, t'es comme, j'ai fait 10 minutes là-dessus, mais c'est juste un bon gag au final, tu sais. Fait que... Non, c'est mais c'est comme une autre façon de travailler, tu sais, que moi, j'aime. Moi, j'aimerais ça découvert. Ben, essaye-le, pour vrai. Mais c'est ça. Mais moi, avec une structure, en sachant où je m'en vais, avec les objets, avec une liste de questions que le public a écrit sur des papiers, avec, mettons, tu sais, moi, j'ai comme, c'est ça, j'ai comme plusieurs segments dans le show, fait que je sais que ça va bien aller, tu sais. Mais la première fois, c'était terrifiant, là. Du calice, tu sais. C'était terrible, tu sais. Genre, j'étais pas nerveux, mais mon corps me disait, tu vas mourir, tu sais. C'est ça qui est weird. C'est malade. J'ai jamais senti... J'étais comme, je suis capable de faire ça. Mais mon corps voulait pas. Puis ça fait qu'à cette heure, je suis comme, donne-moi un micro, ça va bien aller. Comme une espèce de je me suis prouvé quelque chose. Ouais. C'est ça qui est hot, c'est quand tu te prouves. Moi, c'est pour ça que c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime le essai-erreur. Ouais. Moi, c'est comme ça. Moi, à chaque fois que je me suis dit, OK, ça me fait peur, go, je le fais. Je le fais, je vais affronter cette peur-là. Puis après ça, j'aurai plus peur. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que j'évoluais. En fait, c'est ça, ouais. C'est comme ça que j'évoluais, tu sais. C'est de cette manière-là, tu sais. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai appris mon métier. Ton métier, ouais, c'est ça. C'est de cette manière-là. C'est pour ça que ça me fait triper quand t'es devant 4 personnes au Théâtre Sainte-Cat avec des idées. Ben, tu faisais déjà ça. La même chose, ouais. V'là 8 ans, genre, tu sais. Ouais, je faisais ça. Mais c'est ça que tu faisais. En fait, c'est fou. C'est ça. Mais c'est ça, mais t'étais insouciant, tu savais pas que tu faisais ça. Fait que tu pouvais le faire. Ouais, dans ma tête, il y avait déjà comme un texte. Ouais. Mais toi, t'étais comme, on peut faire ça. Pourquoi on peut pas? Maintenant que tu as appris comment la majorité des gens travaillent, tu fais, on peut pas faire ça. Ben oui, tu peux le faire, tu l'as déjà fait. Tout à fait, t'as raison. C'est ça. En fait, c'est juste ça. On s'impose on s'impose des choses comme qu'on devrait pas, là. C'est vrai. Brise le moule! Qu'est-ce qui se passe avec toi cet été, Reda? C'est quoi tes shows? Moi, il y a le show Extrémiste. Oui, où ça? Qui va être à Juste pour rire. Qui va être là. Vous le faites où à Juste pour rire? Ça va être, je sais pas où exactement, faudrait que je regarde. C'est la salle Pierre-Mercure? Je crois, 5e salle? 5e salle. C'est à la Place des Arts, c'est ça? Ouais, à la Place des Arts, 5e salle. Exactement. Ah, c'est une belle salle, c'est le fun, ça. 5e salle, mais peut-être je me trompe. OK. Mais à voir, il y a le site internet, j'imagine, de Juste pour rire, les billets sont déjà en vente? OK, parfait. Les billets sont déjà en vente sur hahaha.com. Et puis, moi, j'ai rien pitché nulle part. OK. Cet été, parce que là, j'écris mon 3e 60 minutes. Mais j'annonce une salle, je me suis loué une salle. Ah ouais, où ça? Ouais, ça va être... je sais pas si je dois le dire maintenant. Ben, je sais pas, c'est comme tu veux. Écoute, tu peux faire la plug maintenant, je vais avoir une exclusivité ou... Mais, ouais, je vais le dire vite. Ben, écoute, man, je le crierai pas sur tous les toits, là. Fait que, genre, c'est juste les gens qui écoutent, là. Je me suis loué le Jésus. Ah, c'est bien hot, ça. Pour mon 3e 60 minutes. C'est vraiment cool. Je suis en train de tourner depuis... Ça fait environ un bon 2 ans que je l'écris, en fait. Je suis dessus. OK. Ouais. Un bon 2 ans où je le rode un peu partout, à gauche, à droite. Ouais. Puis là, t'es arrivé à quelque chose que tu considères le plus final. Ouais. Puis ça va être... c'est pas sûr encore. Soit octobre, soit septembre, soit octobre. C'est... Tu vas le louer comme plusieurs soirs? Tu vas plusieurs... Non, juste un soir. Un soir. Okay. C'est quand même 300 places. C'est combien? C'est 425. 425 places. 425, ouais. Oh wow. Après ça, on verra c'est quoi la suite. Mais vraiment, je me concentre sur ça, en fait. OK. Fait que cet automne, au Jésus. Ouais. Ah, c'est hot. C'est une belle salle, ça. Le Jésus, c'est le fun. Mais c'est quand que ça va sortir? Ah, ça peut sortir comme cette semaine ou la semaine prochaine. Okay. Mais j'en vais essayer, mais c'est juste 3000 personnes qui écoutent à peu près. Genre, tu sais, personne l'essaie, là. Mais ouais, c'est ça. C'est hot, c'est hot. Ben, félicitations, c'est très cool. C'est très entrepreneur de ta part, dans le sens qu'il n'y a pas de boîte de prod, c'est juste toi, genre. Ouais, c'est juste moi qui fais ça. Je me loue une belle salle, puis je me garde, puis je le fais là. Ben, parce que je voulais une belle captation Ouais. d'un 3e 60 minutes. Puis, voilà. Mais là, en ce moment, c'est ce que je fais, c'est que je le pratique, je le travaille, je le joue partout. Tu sais, des fois, je gosse sur les mêmes numéros, là, puis ça en devient fatigant, là. Je suis fatigué, des fois, de refaire les mêmes numéros, mais je les travaille tellement à la virgule. Tu sais, des fois, il y a des punchs où je me dis,
ah non, il manque de punch là. T'sais. Il manque un gag à cet endroit-là. Il manque un gag, il y a des trucs que tu peux pas écrire. Non, tu vas le trouver en le faisant. Tu vas le trouver en. Ou c'est un autre humoriste en coulisses qui va dire, hey, tu pourrais dire ça. Exactement. Tu viens de réparer un trou que je cherche pas. Ouais. C'est fou, là. Clairement. Travailles-tu avec des auteurs? Tu dis, qui t'aide sur les textes ou quelque chose? Non, pas. Je travaille avec un gars qui s'appelle Roberto Sierra. Je pense que tu le connais. Roberto Sierra, il m'a beaucoup aidé pour mon premier show, J'ai tort mais j'ai raison. Pour mon deuxième show, Petit Empereur. Et là, pour le troisième show, il m'aide un peu. Ça s'appelait comment ton troisième show? Je sais pas encore. C'est pas encore? Je sais pas encore. T'as-tu la misère à trouver des titres ou ça va bien trouver des titres? Le premier, ça s'est bien passé. Ça a été très rapide. C'est grâce à un numéro. C'est J'ai tort, mais j'ai raison. Petit Empereur aussi, c'est grâce à un numéro qui me marque beaucoup. Qui m'a beaucoup marqué. Après ça, j'écris autour de ça, tu sais. Puis le troisième, non. Je dirais... Là, t'as pas de... Non? Non. OK. Je vais peut-être juste l'appeler Reda Saoui. Ah ouais, that's it, pas de casse à la tête. Il y en a qui ont des bons titres de show, des fois, t'es comme « Wow! » Tu sais, genre Fred Dubé est un gars qui a des bons titres de show, là. Effectivement. Fred Dubé, qui d'autre? L'ignorance fait plus de mort que le cancer, Anarcho-taquin, un long poème qui pue des pieds, whatever. C'était comme une espèce de... Anarcho-taquin, c'est très bon. Ouais, Anarcho-taquin, c'est un bon call. Mais c'est ça, je trouve Fred Dubé trouve des bons titres de show. C'est ça, c'est parce que son ça fait avec son brand. Il écrit son spectacle. Puis à un moment donné, il est comme, OK, voilà, c'est écrit. Tu sais, il se concentre vraiment sur son écriture. Puis après ça, il trouve... Un titre, mais après ça, je sais pas si c'est comme ça qu'il fonctionne. Peut-être pas, Mais d'après moi, peut-être qu'il a l'idée en tête, puis il écrit autour de ça, mais d'après moi... Moi, c'est comme ça que je veux pour le troisième show, c'est que je veux que le titre arrive après. OK. Tu veux créer le show, puis à un moment donné, le titre va sortir? Le titre va sortir tout seul. OK. C'est pas comme un tagline que tu vas écrire autour? C'est pas ça? Non, okay. C'est vraiment le titre... Ah, c'est cool en crème, en tout cas. Je te souhaite bonne chance pour ton show. Puis si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Reda Saoui sur Facebook et Reda Saoui officiel sur Instagram. Yes! Merci beaucoup, Reda! Merci à toi. Yes! Merci. Bonne poignée de main. Venez sur scène, venez me voir sur scène, je vais être plus énergique. Mais il est tout le temps super énergique, c'est quoi? C'était un plaisir. Merci, Reda. Merci, man.